3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce mercredi? Vous avez pris l'habitude, plan serré, ça veut dire best of de live en mode Crystal Ball. Et ouais, lundi sur Twitch, dans un gros live, on a évoqué les futurs sophomores en NBA, ceux qui vont commencer avec ce statut pour la saison 2021-2022. Dans un premier temps, on a un peu jugé de leur saison rookie, pour voir un peu où ils se situaient les uns par rapport aux autres. Mais dans un deuxième temps, et c'était le principal, c'était même le but de ce live, on a essayé de faire nos prévisions pour la saison à venir et même leur futur à moyen et plus long terme. L'idée était simple de toute façon, c'était d'essayer de voir chacun, en fonction de son statut et de sa situation, qui pouvait exploser et qui pouvait décevoir. Donc voilà, lundi sur Twitch, je vous ai donné mon avis, vous m'avez donné le vôtre, on a essayé de mettre ensemble tout ça et ça va nous faire un super best-of pour YouTube que je vous présente aujourd'hui. Évidemment, vous connaissez le principe, aujourd'hui il y aura que les meilleurs moments, pour voir l'intégralité, il fallait être en direct sur Twitch ou avoir sub pour voir les rediffs, mais vous inquiétez pas, quand même le principal est présent. Mais bref, on ne perd pas plus de temps, de toute façon le concept est simple et je pense que vous avez déjà tout capté. Alors c'est parti, qu'attendre des principaux sophomores pour la saison 2021-2022. Ce sujet, ça va fonctionner un petit peu comme d'habitude, ceux qui sont habitués, justement, connaissent le principe. J'ai choisi 30 joueurs qui sont tous sophomores. Mon choix de 30 joueurs a été très subjectif. Je dis absolument pas que c'est les 30 meilleurs, mais c'est les profils qui me semblaient les plus intéressants à aborder ce soir. Forcément, ça fait partie des 30 sophomores dont j'attends le plus la saison prochaine. Mais pas que, je pense aussi à ceux qui vont le plus progresser, et aussi ceux que je trouvais vraiment intéressants d'aborder, et ça me semblait pertinent de parler de leur profil et de leur potentielle évolution pour l'année prochaine. Par exemple, un Facundo Campazzo, je n'en parlerai pas aujourd'hui alors qu'il va être sophomore, mais j'estime qu'il ne fait pas partie de ces joueurs qui va le plus progresser. Alors bien sûr, il va prendre de l'expérience encore, et il s'est habitué à la NBA, mais vu l'âge qu'il a, ce n'est pas de lui dont j'attends le plus de progrès pour l'année prochaine. Quoi d'autre comme exemple? On peut prendre Onyeka Okongwu, qui va manquer au moins a priori les 4 premiers matchs de la saison, et les 4 premiers mois de la saison, pas les 4 premiers matchs, ça aurait été bien si c'était que ça, donc les 4 premiers mois de la saison. C'est dommage parce qu'il a montré de très belles choses, notamment en play-off, mais je peux pas dire que j'attends énormément de lui sans savoir comment il revient de sa blessure. Pourtant, ça aurait pu être intéressant de parler de ses progrès, mais pour l'instant, je trouve que c'est encore trop prématuré de l'aborder aujourd'hui. Donc vraiment, c'est des choix qui m'appartiennent, qui sont subjectifs, et ne criez pas au blasphème parce que un tel, je ne le mets pas. Comme je dis, c'est pas forcément les 30 meilleurs, c'est juste mon choix à moi. L'idée là, de toute façon, les 30 que vous voyez déjà tous en bas, ça va déjà être de parler de leur saison rookie, et de l'évaluer. Donc pour l'évaluer, comme souvent, comme très souvent d'ailleurs, j'ai fait 5 tiers. Donc les tiers, j'ai un peu adapté les noms en fonction de ce que je veux faire. Le tier 1, ce sera vraiment l'élite de l'élite, donc il sera réservé qu'à très peu de sophomores. Le tier 2, c'est l'excellence, donc pareil, de toute façon l'idée c'est un peu de faire une pyramide comme d'habitude. Donc plus on descendra, plus il y aura de joueurs susceptibles d'être en bas. Le tier 2, c'est l'excellence, donc vraiment des joueurs qui ont fait une très bonne saison rookie. Parce que je le répète, on ne juge que la saison rookie dans ce tableau. Les prévisions, elles viendront plus tard. Le tier 3, c'est des rookies qui ont été bons et qui m'ont semblé intéressants d'aborder aujourd'hui et que j'ai trouvé particulièrement bons. Le tier 4, c'est des joueurs que j'ai trouvé, je dirais, juste intéressants. C'est un petit peu en dessous de bons, qui ont du potentiel, qui ont montré de bonnes choses dans la saison rookie, mais souvent pas assez régulièrement, et qui ont peut-être pas exploité encore toutes leurs qualités, ou qui ont peut-être de vrais défauts. Et dans le tier 5, c'est à voir, c'est des joueurs qui ont peut-être montré de belles choses, mais qui m'ont laissé un petit peu dubitatif sur leur saison rookie. Donc l'idée, vraiment, ce sera de prendre que cette campagne-là, j'insiste bien, je le répète, et de classer ces 30 joueurs là-dedans. Donc pour chaque joueur, d'abord je vous dirai où je le place, pourquoi, j'expliquerai pourquoi je le mets là, puis ensuite, et c'est là, de toute façon, ça va être le sujet de ce live, j'expliquerai un petit peu comment je vois leur futur, et notamment la saison 2021-2022 qui arrive. Je dirais comment ils peuvent évoluer un petit peu, en fonction du contexte dans lequel ils sont, en tout cas en fonction des progrès qu'ils ont fait, en fonction des fois de la Summer League qu'ils ont faite, en fonction du temps de jeu qu'ils pourront avoir. Il y a tout plein de paramètres qui vont faire que la saison prochaine, je les attends plus ou moins haut par rapport à leur saison rookie. De toute façon, quoi qu'il en soit, tous ces sophomores, là, les 30 que j'ai choisis, tous sont attendus pour faire beaucoup de progrès. Généralement, c'est un peu une tradition en NBA, la deuxième saison, la saison sophomore, c'est une de celles où on fait un gros jump. On dit souvent que la saison rookie, c'est fait pour s'habituer, pour prendre ses marques, pour comprendre un petit peu le rythme et la vitesse qu'il peut y avoir en NBA, et une fois que tout ça c'est acquis, la saison sophomore permet de percer, et la troisième souvent encore plus. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit,
Pour moi, faire des progrès, ce sera un minimum attendu pour tous ces joueurs. Donc pour monter dans les tiers, il faudra qu'ils fassent encore plus. Donc est-ce qu'ils peuvent exploser carrément la saison prochaine? C'est justement ça qu'on va étudier aujourd'hui. Le premier dont je veux parler, c'est Precious Achiuwa, qui vient d'arriver aux Raptors, et qui pour sa saison rookie, je le dis tout de suite, je le mets dans le tier 5. Je trouve que à Miami, parce qu'il a fait sa saison rookie à Miami, il a fait une saison un peu en demi-teinte, parce qu'il avait peu de temps de jeu. Il avait à peine 12 minutes, et c'est pas facile de se montrer de toute façon quand t'es rookie, et que t'es dans une équipe qui vise haut, comme l'était le Heat. Maintenant, il a quand même pu profiter des nombreuses blessures qu'il y a eu à Miami, il a pu profiter des nombreux cas Covid aussi pour avoir des opportunités. Malheureusement, j'ai trouvé qu'il les avait pas toujours saisis. Il a fait quelques bons matchs, mais c'était assez irrégulier, et mine de rien, assez rare. Il a montré beaucoup de naïveté, hein, un vrai potentiel, mais beaucoup de naïveté, et surtout avec Precious Achiuwa, on a vu que c'était pas toujours évident pour lui en attaque. C'est surtout un finisseur près du cercle, mais pas grand chose d'autre. Et en fait, si on fait le bilan, moi je trouve qu'il est pas assez stretch pour jouer au poste 4, mais qu'il est peut-être un peu petit pour jouer au poste 5. Il fait 2,05 m, quelque chose comme ça. Donc il est un peu entre ces deux postes, et j'ai trouvé que ça, ça lui avait mis quelques bâtons dans les roues pour sa saison rookie. Maintenant, je trouve qu'il a quand même une vraie envie, et c'est un vrai combattant. Donc attention, parce que avec l'envie et le combat, je pense qu'on peut compenser beaucoup de choses. D'ailleurs, Toronto, ça s'est senti, hein, quand ils ont fait le trade où ils ont envoyé Laurie dans le sign and trade à Miami, ils tenaient vraiment à Precious Achiuwa. Je pense même que c'était la pièce maîtresse de ce deal. Il y avait Dragic aussi, mais c'est pas pareil, parce que Dragic, quand on le recrute, on pense pas au futur. Sachant que Dragic, il y a de vraies incertitudes autour de lui, dans la mesure où même s'il est revenu un petit peu sur son discours, il a dit dans un premier temps qu'il voulait pas vraiment jouer pour les Raptors. Donc Precious Achiuwa, à mon avis, beaucoup l'oublient, mais les Raptors y tenaient vraiment. Surtout que, sous ses premiers pas sous le maillot de Toronto, il a montré de belles choses en Summer League, hein, en faisant quelques doubles-doubles. Il a fait, grâce à sa puissance et ses qualités athlétiques et son agressivité, il a réussi à être très performant au scoring, en étant très agressif, et même à finir, malgré, je trouve, le manque de diversité dans sa panoplie offensive, meilleur marqueur des Raptors dans la ligue d'été. Il fait un truc genre 17 points, 7 rebonds, et pas loin de mettre 2 contre. Donc ok, c'est que de la Summer League, c'est pas un vrai indicateur sur tout ce qu'il pourra faire en NBA, mais je trouve que ça montre qu'il a semblé faire de vrais progrès cet été en tout cas. Je trouve qu'il, comme tous les sophomores, hein, de toute façon, il a pris en expérience, il semble mieux comprendre le jeu aussi, mieux comprendre un petit peu le rythme auquel on joue en NBA, et je crois que malgré ses 2,05 m, il peut vraiment être titulaire au poste 5 à Toronto, dans la mesure où il n'aura pas vraiment de concurrence. Le principal concurrent, ce sera Khem Birch, et Precious Achiuwa, à mon avis, mérite plus de jouer que lui, parce qu'il a quand même beaucoup plus de qualité. Donc je le cache pas, pour sa saison sophomore, avec beaucoup de temps de jeu, avec des opportunités, j'attends beaucoup de Precious Achiuwa. Je pense qu'il fait partie des sophomores qui peuvent le plus step up là pour leur deuxième année. Son temps de jeu pourrait doubler, voire tripler s'il assure vraiment, parce que de 12 minutes, il peut clairement passer à 24, et même au-dessus de 30, hein, vraiment, s'il assure vraiment, tellement il y a peu de monde au poste 5 à Toronto. Sur son poste, il y a peut-être Chris Boucher qui peut vraiment le mettre en concurrence, mais je vois plus Chris Boucher jouer au poste 4 avec ses grandes qualités de stretch et son adresse à 3 points. Pour moi, vraiment, Achiuwa, à part Khem Birch, il n'a pas vraiment de concurrent au poste 5. Donc j'espère vraiment le voir augmenter dans les tiers, quand un peu plus tard, parce que je le ferai sûrement, hein, quand un peu plus tard je referai une vidéo sur les sophomores dans la saison pour voir où ils en sont dans les tiers, j'espère vraiment le voir augmenter et ne pas rester au tier 5, parce qu'avec tout le temps de jeu qu'il aura, je pense que ce serait une déception s'il reste au tier 5. Le prochain dont je vais parler, vous le voyez en bas, c'est Cole Anthony qui joue à Orlando. Bon, qui pour sa saison rookie a manqué pas mal de matchs à cause d'une blessure aux côtes. Pourtant, je le mets haut, je vous le dis tout de suite, je le mets au tier 2, Cole Anthony. En fait, je trouvais que en bonne santé, il a réussi à cumuler un gros talent. Je parle que de sa saison rookie pour l'instant, un gros talent au scoring et au playmaking. Son shoot n'est pas encore très sûr, mais il a un côté hyper clutch que j'aime beaucoup. En fait, c'est un gars qui a ultra confiance en lui, ça se sent, et encore plus dans les quatrièmes quart-temps, qui a débloqué pas mal de situations un peu mal embarquées pour le Magic avec des gros shoots. Et je pense que, enfin moi je trouve en tout cas que c'est un joueur qui fait plaisir à voir, même s'il peut être irrégulier. La majorité du travail qu'il a à faire pour progresser, c'est sur sa régularité au tir à mon avis. Ça s'est vu, là en Summer League il a joué, il a été bon hein, mais il a beaucoup arrosé. Après c'est un petit peu la tradition d'arroser en Summer League et de jouer pour soi. Mais là j'ai trouvé quand même que Cole Anthony peut-être manquait un peu de rythme, ça lui a fait du bien je crois de recourir un peu, parce que ça se voyait qu'il n'avait pas joué depuis longtemps en compétition. Mais malgré ce manque de rythme et cette maladresse au tir,
J'ai aimé son côté vocal sur les autres, ça se sentait qu'il avait une saison dans les jambes et qu'il était expérimenté. Il a montré, et ça j'ai trouvé ça cool aussi, de vraies intentions en défense. Donc tout ça, ça me laisse quand même, malgré cette irrégularité, ça me laisse quand même assez enthousiaste vis-à-vis de Cole Anthony. À voir maintenant comment le nouveau coach, Jamal Mosley, l'utilise la saison prochaine, parce qu'au poste 1, il va avoir une grosse concurrence avec Markelle Fultz qui va revenir de blessure, et même Jalen Suggs et RJ Hampton. Donc Jalen Suggs qui vient d'être drafté, qui peut jouer au poste 1 ou au poste 2, mais je le préfère au poste 1. RJ Hampton qui peut jouer au poste 1 ou au poste 2, lui qui sera peut-être plus poste 2, mais en tout cas, il y a du monde sur les postes arrière. Pourtant, je trouve que Cole Anthony, au milieu de tout cela, au vu de ce qu'il a montré pour sa saison rookie, et qui fait que je le mets au tier 2, doit pouvoir s'imposer en tant que titulaire. C'est ce que j'attends de lui, en tout cas. Alors, après, pas sûr, pour sa saison rookie, il a eu 27 minutes de temps de jeu moyen, pas sûr qu'avec toute cette concurrence et toute cette profondeur, si tout le monde reste en bonne santé, il puisse en avoir autant. Donc, pour avoir du temps de jeu, je pense que sa régularité, notamment au tir, sera la clé. Je le vois jouer de grosses minutes dans le 4e quart-temps. En vrai, j'ai un petit peu peur, si tous les autres progressent, et que lui joue un peu moins, lui, si je dois prévoir sa saison prochaine, je pense que bien sûr que comme tous les autres, il va progresser, mais j'ai peur qu'il progresse peut-être un peu moins que les autres, et qu'il perde peut-être un cran, je sais pas, s'il est moins responsabilisé, et qu'il trouve pas cette régularité. Maintenant, je crois toujours en Cole Anthony, mais je sais pas comment il va être utilisé à Orlando, et c'est ce point d'interrogation qui me laisse un petit peu dubitatif. Deni Avdija d'ailleurs je crois qu'on dit, que je mets, s'il veut bien venir avec moi, au tir fort. C'est un joueur ultra polyvalent, qui peut faire tout plein de choses, prendre des rebonds, bah, de toute façon c'est la nature d'un joueur polyvalent de faire tout plein de choses, donc il peut prendre tout plein de rebonds, il peut faire des passes, il peut jouer collectif, il a une bonne vision de jeu, mais j'ai trouvé quand même que le concernant, il y avait une vraie interrogation sur le scoring encore. Il a eu du mal, et il n'a pas toujours été agressif, je trouve, malgré son talent, hein, qui se voit, et ça se voit que c'est un vrai basketteur qui a de la science du jeu. Puis ensuite, il s'est blessé, il n'a pas fait la fin de la saison à cause d'une fracture de fatigue, qu'il pénalise encore, c'est dommage, parce qu'il a pas fait la Summer League, et pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, et on ne sait pas s'il va faire le training camp. Et ça, ce serait quand même dommage, parce que ça s'est vu, c'est un joueur qui a besoin encore, il a besoin de s'accoutumer à la NBA, au rythme et à la façon d'y jouer, qui découvre encore, et il faut qu'il travaille, et ne pas faire le training camp, ça peut être assez dramatique pour lui, il a besoin de s'accoutumer, il faut qu'il arrive à se libérer, et ça, pour moi, sa libération, elle ne viendra que par l'expérience, le temps de jeu, et l'habitude du rythme qu'il y a dans la grande ligue. Après, on peut parler de sa défense, où il est pas mauvais, mais il est quand même pas bon, il est seulement moyen, et au final, j'ai un petit peu peur pour lui, dans la mesure où il a pas fait cette Summer League, il a encore besoin de temps de jeu, il y a beaucoup de joueurs à Washington sur les postes 2, 3 et 4, et encore plus depuis le trade de Westbrook, hein. Je rappelle qu'il y a Kuzma qui est arrivé au poste 4, il y a Caldwell Pope qui est arrivé au poste 2, enfin bon, bref, on a une rotation qui commence à être profonde sur les postes, sur le poste d'Avdija, surtout qu'on a Rui Hachimura aussi qui est au poste 4, enfin bref, il y a beaucoup de monde. Donc après, son playmaking et son QI basket pourra l'aider, hein, à séduire Wes Unseld Jr., mais est-ce que ça suffira? Moi, j'en suis pas vraiment sûr. Encore moins sûr s'il fait pas le training camp. Peut-être que Wes Unseld privilégiera au départ tous ceux qui auront eu le temps de s'habituer à ces systèmes et à faire le training camp. Donc je suis un petit peu inquiet pour lui, et j'ai peur qu'il ait beaucoup moins de temps de jeu et de responsabilité, et j'ai peur qu'il descende lui dans les tiers quand on refera une vidéo d'ici quelques mois pour voir où en sont les sophomores de cette saison 2021-2022. On va parler de la Melo Ball, évidemment, des Charlotte Hornets. Bon, forcément, pas trop de surprise, ce serait quand même un blasphème, si on parle des sophomores, de ne pas mettre le Rookie of the Year ailleurs qu'au Tier 1 pour son année rookie. Donc là-dessus, vous n'avez pas débattre, sinon je comprends pas. Et en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est que sur sa première saison, et notamment justement pour un rookie, il a été super complet. Il a livré des stats grosso modo de 16 points, 6 rebonds, 6 passes, et je trouve ça super intéressant, d'autant plus qu'il a shooté avec des pourcentages plutôt corrects. En fait, je savais qu'il était un super playmaker, hein, à la base, il l'avait même très bien montré dans le championnat australien, mais je m'attendais vraiment pas à autant de polyvalence. Il faut savoir d'ailleurs que la Melo Ball, cette saison, il est devenu le plus jeune joueur à faire un triple-double dans toute l'histoire NBA, il a pris la place de Markelle Fultz d'ailleurs, il me semble, donc j'ai lu tout à l'heure que Markelle Fultz ne valait pas grand-chose, mais il faut savoir quand même que c'était Fultz qui avait ce record avant, peu importe, maintenant il appartient à la Melo Ball. Et au final, là, sur sa saison avec les Hornets, il a scoré plus que ce que je pensais, il a shooté mieux que ce que je pensais, il a mieux défendu que ce que je pensais, bravo à lui, hein,
hein, j'ai vraiment rien à dire de négatif. Il a montré qu'il avait un vrai QI basket, une vraie science du jeu, et qu'il savait servir en plus de sa taille avantageuse au poste 1. Ça lui permet de bien voir le jeu, de créer pour les autres, mais aussi pour lui. Et en plus de ça, ce qui est très fort avec la Melo Ball, c'est qu'il a une grosse confiance en lui. Il connaît ses capacités et il sait jusqu'où il peut aller. En fait, j'ai trouvé, je vais aller loin dans ce que je vais dire sur lui, mais j'ai trouvé, alors qu'il n'était que rookie, qu'il a réussi à son échelle à transformer les Hornets. Et réussir à transformer le jeu d'une équipe quand tu n'es qu'un rookie, c'est souvent signe que tu vas être, alors un grand, c'est peut-être exagéré de prévoir tout ça, mais en tout cas un joueur très 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 intéressant dans le futur. C'est un mec qui est hyper créatif balle en main, qui est très fun à voir jouer, qui peut avoir des moments de grande brillance, qui peut faire des passes de ouf. D'ailleurs, il peut faire plus de 10 passes assez régulièrement, il peut prendre feu aussi et mettre plus de 30 points. J'ai été très convaincu par sa saison, surtout que c'est pas facile quand t'es rookie d'être au poste de meneur de jeu, parce que c'est un poste où t'as énormément de responsabilités. C'est un poste où tu es obligé de prendre un petit peu les rênes de l'équipe tout de suite, où il faut être responsable du jeu, hein, du fond de jeu de ton équipe, il faut pouvoir lancer les systèmes, et Ball là-dessus, il s'en est sorti à merveille grâce à sa faculté notamment à prendre les bonnes décisions. Ce qui a été très intéressant aussi, c'est qu'il a progressé tout au long de la saison en s'adaptant lui aussi à la NBA, comme c'était le cas de beaucoup de rookies et comme ça va être le cas de beaucoup de sophomores. Il est loin, hein, son tout premier match, je sais pas si vous vous rappelez, mais son tout premier match en carrière, il a mis 0 points la Melo Ball et tout le monde le critiquait en disant que c'était que de la hype ce mec-là. Regardez où il est aujourd'hui et je m'attends à ce qu'il progresse encore en plus. Je pense que dans le futur, il peut vraiment devenir une machine à triple-double en avançant dans sa carrière. Je dis pas la semaine prochaine, non, encore moins. Je dis pas que la saison prochaine, ce sera déjà cette machine à triple-double, mais plus sa carrière va avancer, à mon avis, et plus il en fera dans la saison. De toute façon, je m'attends que quand on refera ce genre de vidéo dans quelques mois sur les tirs dans les sophomores, il reste au sommet, il reste dans l'élite, il reste au tier 1, il aura encore plus d'expérience, je l'imagine encore plus propre, et je pense que peu à peu, il va grappiller des places pour s'approcher, je dis pas atteindre, hein, mais je dis s'approcher de plus en plus du niveau All-Star. La clé pour s'approcher de ce niveau, ça va être qu'il reste en bonne santé, bien sûr, et aussi les résultats des Hornets, parce qu'on le sait, pour avoir des sélections All-Star, il vaut mieux que l'équipe soit performante. Donc, pour moi, Lonzo, il peut vraiment devenir le meilleur de sa famille, hein. Donc Liangelo, il n'y a pas photo, mais je pense qu'il a le potentiel pour devenir meilleur que Lonzo, et je pense que la saison prochaine, il a toutes les clés en main pour confirmer, et peut-être nous surprendre encore et faire plus que ça. La Melo Ball, j'attends beaucoup de sa part pour sa saison sophomore. Le prochain dont nous allons parler dans ce live, c'est Desmond Bane des Grizzlies, que je mets au tier 3. Comme ça, pas de jaloux. Allez, dès les 5 premiers, on en a un à chaque étage, à chaque échelon, et ça remplit bien le tableau. J'aime pas le vide, moi, du coup, comme ça, je remplis tout de suite toutes les cases et toutes les lignes. Alors, Desmond Bane, quand il est arrivé en NBA, lui, il était attendu comme un vrai sniper à 3 points, et j'ai trouvé que pendant sa saison rookie, il n'a vraiment pas démérité. Quand tu vois qu'il tourne sur sa saison rookie à 43%, en tirant au moins 4 tirs par match, c'est très propre. En fait, si on regarde tous les rookies de sa QV, aucun rookie n'a mieux shooté en termes d'efficacité parmi ceux qui prenaient au moins un volume comme celui de Desmond Bane. Parce qu'il faut savoir qu'il marquait environ 9 points par match pour sa saison rookie. Et en fait, il a fait ce qu'il savait faire. Et il a fait ce pourquoi il était attendu. Il a bien répondu à ça. Pour moi, c'est le meilleur shooter de la QV. Jusque-là, il n'y a pas de doute. Aaron Nesmith, qui est très bon. Alors, on va pas en parler aujourd'hui. Je l'ai pas mis dans les 30 et j'ai beaucoup hésité. Aaron Nesmith, ça peut être un très bon shooter. Mais jusque-là, à mon avis, ça me permet de parler un peu de Nesmith. Mais jusque-là, Desmond Bane, pour l'instant, a montré de meilleures choses au shoot que Nesmith. Et il a eu plus de responsabilités aussi. Et de toute façon, si on regarde en termes de pourcentage et d'efficacité, il y a très peu de rookies dans l'histoire qui ont shooté aussi bien avec un tel volume. Si on regarde dans les récents, j'ai trouvé Stephen Curry, j'ai trouvé Jason Tatum, et si on remonte un peu plus loin, j'ai trouvé Jason Richardson. Donc franchement, ça montre qu'en termes de shoot, Desmond Bane, c'est un client. C'est un vrai spécialiste du catch and shoot, qui, quand il était chaud, a pu dépasser la barre des 20 points à quelques reprises, et qui finalement a eu un gros rôle chez ces jeunes Grizzlies, hein, qui étaient assez hypants à avoir joué en sortie de banc. Maintenant, je veux pas non plus aller que dans le positif, parce que ça se voit, c'est pour ça qu'il est au tier 3, il a des points forts et des points à travailler, et ça se voit que souvent, il a manqué d'expérience, parce que il sait pas faire autre... Enfin, pour l'instant, il a pas montré, je dis pas qu'il sait pas faire, mais il a pas montré qu'il savait faire beaucoup mieux qu'être un gros shooter, et en playoff, il s'est mis à moins jouer avec un Grayson Allen qui lui a grappillé un petit peu des minutes, parce que son inexpérience était un peu pénalisante à Desmond Bane. En Summer League, là, par contre, il a eu du temps de jeu, il a eu des responsabilités, et il a montré à nouveau exactement ce qu'il savait faire. Qu'il pouvait prendre 2 gros coups de chaud,
envoyer des gros shoots et scorer beaucoup. J'ai trouvé aussi en Summer League, et ça c'était intéressant, parce qu'on l'avait pas trop vu la saison dernière. La saison dernière, on l'avait vu jouer surtout en catch and shoot. Là, il a eu le ballon en main, il a eu quelques responsabilités, quelques opportunités, et de plus en plus, il a montré qu'il pouvait créer pour lui, balancer des pull-ups et faire quelques drives. Il a aussi pu montrer qu'il avait un premier pas explosif, et tout ça, j'ai trouvé que c'était un peu plutôt de bon augure pour la suite. Parce que pour moi, c'est la clé, s'il veut avoir du temps de jeu et des responsabilités, il peut pas se cantonner seulement à un rôle de shooter, même s'il est excellent dans ce domaine. Il y aurait trop de failles à côté pour avoir un vrai temps de jeu s'il se développe pas un peu plus sur le reste. Donc plus il apprendra à faire de choses, à mon avis, plus il jouera. En Summer League aussi, et ça j'ai trouvé ça intéressant, il a montré de l'agressivité en défense, j'en avais pas vu des masses la saison passée, et ça c'est plutôt bien. Et s'il continue sur ce rythme-là, il peut devenir un vrai 3&D, mais qui aura aussi des petites armes à droite et à gauche qui lui feront du bien. J'ai également l'impression qu'il a taffé son physique cet été, donc tout ça c'est cool, et ça peut lui permettre, au moins dans un premier temps, de devenir un vrai 6e homme, et peut-être, à terme, de devenir un titulaire solide en NBA. Enfin, alors ce sera pas une star, ce sera pas un all-star, mais ce sera un mec qui peut être titulaire dans ce rôle de 3&D qui est si recherché, et qui peut faire du bien justement autour de stars, pour écarter le jeu, et se battre en défense. Il s'approche en tout cas de plus en plus de ce niveau-là. J'espère qu'à Memphis, il va avoir de plus en plus de temps de jeu, et si je dois faire une petite prévision pour la saison prochaine, je le vois bien rester environ au tier 3, à progresser dans le même rythme que tout le monde, en faisant des progrès un petit peu dans tous les domaines. Donc je n'attends pas de lui une explosion, mais je crois quand même en lui pour continuer à faire ses preuves, à continuer à faire ce qu'il sait faire, et à progresser à un rythme qui est attendu pour un sophomore. Donc voilà, le voir rester au tier 3, ça me semble assez pertinent et cohérent pour la suite. Le prochain dont je vais parler, c'est Saddiq Bey des Pistons, que je mets directement au tier 2, mais un bon tier 2 solide, hein, parce que je l'avoue, il m'a plus convaincu qu'un Cole Anthony. Cole Anthony, lui, il serait plus entre le 2 et 3, et Saddiq Bey, il serait plus entre le 1 et le 2. Comme je disais, de toute façon, forcément, il y a des disparités entre chaque tier. Et pour moi, Saddiq Bey, c'est une des vraies révélations de la saison dernière, en tout cas, qui a fini en All Rookie First Team, d'ailleurs, donc ça montre à quel point il a été bon. Gros big up à lui, il a fait un mois de mai impressionnant à 18 points, 7 rebonds, et lui aussi a montré qu'il était un super shooter de loin, avec un très gros volume, vu qu'il en tire plus de 6 par match, et qu'il a shooté à 38%. Si on regarde dans l'histoire, il n'y a que Donovan Mitchell et Damian Lillard qui ont mis plus de paniers à 3 points sur une saison rookie. Donc rien que ça, c'est un truc de fou de se dire que Saddiq Bey, il est au niveau de ces deux-là dans le nombre de 3 points inscrits sur une saison rookie. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas que un shooter, Saddiq Bey. Ce serait vraiment lui manquer de respect de ne le considérer que comme un shooter. Il peut vraiment tout faire avec beaucoup de talent et beaucoup d'intelligence. Il a fait 2 ans à la fac, en plus à Villanova, qui est célèbre pour former de vrais pros justement, avec des gros QI basket, et ça se voit. En fait, on parle de lui essentiellement comme un 3&D, je comprends, mais je suis pas tout à fait ok, parce que je trouve presque ça limitant concernant Saddiq Bey. Parce que pour moi en attaque, je le répète, c'est bien plus que ça. C'est un scoreur naturel, qui peut faire tout plein de choses, qui peut driver, qui peut aller en transition, qui peut balancer quelques pull-ups, et même prendre quelques step back. C'est pas juste un mec qui va attendre dans le corner pour assurer un catch and shoot. Et par contre, justement, le D du 3&D, je le trouve peut-être encore un petit peu trop anticipé, parce qu'effectivement, tout ne va pas forcément toujours bien pour Saddiq Bey, parce qu'à mon avis, il peut encore faire mieux en défense. Il a de vrais outils, il a montré de vrais flashs, mais il a aussi montré beaucoup d'erreurs de jeunesse, et quelques absences de focus peut-être, quelques erreurs de placement, quelques errances, quelques moments un peu de naïveté. Voilà, j'aimerais par contre, malgré tout le talent qu'il a offensivement, et qui me semble bien plus important que juste un scoreur à 3 points, je trouve qu'il a des progrès à faire de l'autre côté du terrain. Maintenant, il a fait une très bonne Summer League, et là, encore une fois, hein, comme beaucoup de sophomores qui ont cette expérience d'une saison rookie, j'ai trouvé qu'il a montré... c'était un peu le patron, ça se sentait, il avait presque l'air d'un papa dans cette Summer League avec les Pistons, des deux côtés du terrain où il s'est comporté en leader, et j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait dans cette Summer League. Donc je le cache pas, pour la saison prochaine, j'attends beaucoup de lui. Je pense que avec des créateurs et des passeurs que sont Cade Cunningham et Killian Hayes, il peut obtenir beaucoup de ballons, donc ça peut être intéressant, et je trouve qu'il fit très bien avec eux dans la mesure où il écarte vraiment le jeu, et qui peut proposer aussi des cuts, qui peut aussi créer. Il est vraiment complémentaire à tout ce groupe de jeunes à Détroit que je trouve de plus en plus hypant, et j'attends vraiment de Saddiq Bey qu'il fasse des progrès dans tous les domaines. Avec son expérience, je veux qu'il gagne encore en compréhension du jeu, je veux qu'il gagne encore en maturité, même si dans ces domaines il est bon, je veux aussi qu'il progresse peut-être dans son handle pour pouvoir créer pour lui, mais à mon avis là, de toute façon, ça y est, il a gagné sa place de titulaire indiscutable devant Sekou Doumbouya. Malheureusement pour Sekou, Saddiq Bey a déjà prouvé beaucoup plus de choses
ne serait-ce que dans le mental ou dans le professionnalisme pour l'instant. Et j'espère que Sekou s'en sortira, mais là, à mon avis, il s'est fait prendre sa place, au moins pour le poste 3. Avec tout ce que j'attends de Saddiq Bey, je ne l'imagine pas trop chuter. J'espère qu'il restera au tier 2. À mon avis, ce sera peut-être un peu juste pour aller au tier 1, hein, enfin pour aller titiller un Lamelo Ball que lui, j'attends augmenter pour s'approcher des All-Stars. Saddiq Bey, je ne le vois pas là. Mais à mon avis, il peut rester au tier 2 parce que ça reste un excellent joueur qui continuera à avoir des responsabilités aux Pistons. Le suivant, Anthony Edwards, des Minnesota Timberwolves, qui joue essentiellement au poste 2, et que je mets au tier 1, aux côtés de ce bon petit Lamelo Ball. Alors, Anthony Edwards, ce que j'ai aimé, ça a été sa grosse montée en puissance pendant toute la saison. Pourtant, il a eu des débuts très difficiles, hein, avec une adresse au shoot très compliquée, où on le sentait perdu sur le terrain, où il n'arrivait pas du tout à prendre les choses en main, et pourtant, en fin de saison, sur les dernières semaines, il tournait quasiment à 25 points par match. Donc la progression a été folle, et il a montré qu'il était déjà un scoreur élite, qui peut devenir une star de l'attaque. Il est tellement athlétique, il est tellement gifté, et surtout, il a que 19 ans, et ça, c'est un truc de fou, et j'ai l'impression que match après match, on pouvait voir la différence et qu'il progressait. Là, ça s'est senti, au fur et à mesure de la saison, il a compris comment jouer en NBA, il a compris quel pouvait être son rôle, il a compris comment il pouvait être utilisé au maximum, et là, il s'est mis de plus en plus à attaquer le cercle et prendre des shoots à haut pourcentage. Et c'est pas par hasard que ces pourcentages ont grimpé au fur et à mesure de la saison. En fait, j'ai même trouvé que à la fin de l'année, Minnesota, alors bien sûr qu'il faut pas non plus donner trop de valeur à ça parce qu'il y avait pas mal d'équipes qui tankaient en phase 2, mais enfin, Minnesota a fait une bonne fin de saison collectivement et Anthony Edwards a joué un bon rôle dans cette période victorieuse aux côtés de Karl Anthony Towns et de D'Angelo Russell. Donc bien sûr, je l'ai mis à côté de Lamelo Ball, alors qu'il possède un profil très différent. Il est bien moins polyvalent, par contre lui, plus que Lamelo Ball, il a un côté vraiment inarrêtable au scoring, et notamment sur ses drives, tellement c'est un monstre physique. Après, il peut prendre des pull-ups aussi, hein, il est polyvalent, c'est pas juste un mec qui va aller tout droit en drive, attention. Mais voilà, je pense que autant on pouvait beaucoup le critiquer sur son début de saison, on peut aussi le critiquer sur sa défense, hein, mais de plus en plus je trouve qu'il se donne, mais il a le vrai potentiel et presque l'attitude et la confiance et le mental d'une future star, et pour moi, hein, il a répondu aux attentes d'un first pick. Bien sûr qu'il a encore beaucoup de boulot à faire, il faut qu'il devienne encore plus régulier, il faut qu'il soit de plus en plus collectif, enfin voilà, c'est quand même un joueur qui joue beaucoup pour lui, il faut qu'il se concentre, hein, de plus en plus en défense aussi, parce qu'il a des outils, mais il fait encore beaucoup d'erreurs de jeunesse, mais je le répète, il a que 19 ans, donc, et je pense qu'en gagnant en maturité, tout ça, tous ces domaines, c'est des secteurs avec l'expérience dans lesquels on progresse de façon innée en fait, même presque sans travailler, juste en jouant. Vraiment, j'attends de lui que cette saison, en gagnant encore en XP et en gagnant encore en maturité, il continue ses progrès. Alors après, il sera peut-être que l'option 2 ou 3, hein, derrière Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell. Allez, vu tout le talent qu'il a au scoring, moi je me mouille, je pense qu'il peut scorer plus qu'un D'Angelo Russell, et j'espère que Russell se concentrera un peu plus sur le playmaking, si on imagine que tout le monde jouera ensemble. Donc peut-être qu'il scorera un petit peu moins que ses 25 points par match de fin de saison, mais attention, je pense qu'il peut continuer à tourner au-dessus des 20 points par match, et s'il arrive, en fait, pour moi, la clé, elle sera là aussi, s'il arrive à créer une vraie alchimie, un vrai jeu collectif en attaque avec Towns et Russell, on pourra vraiment être content et satisfait de sa saison sophomore. Je pense que quoi qu'il arrive, si on refait un point dans quelques mois, il restera au tier 1, dans l'élite, il en a les qualités. Maintenant, le trio dont je parle, en défense, ça risque d'être catastrophique, hein, ça je le cache pas, mais en attaque, ça peut vraiment envoyer du bois si ça arrive à jouer ensemble. Donc la clé sera ici pour Anthony Edwards, et c'est ce que j'attends de lui pour la saison prochaine, qu'il arrive vraiment à trouver cette complémentarité avec les autres d'un point de vue offensif. Prochain joueur dont je veux parler, c'est Malachi Flynn des Raptors, que je mets au tier 5, avec son nouveau pote des Raptors d'ailleurs, Precious Achiuwa. Lui, il a été drafté en 29, donc il n'y avait pas non plus énormément d'attentes sur lui, et pourtant je trouve qu'il a fait de bons trucs, et c'est aussi pour ça que je le mets dans les 30, hein. Au départ je m'attendais presque pas, si, je m'attendais à le mettre dans les 30 vu qu'il était drafté au premier tour, mais sur son début de saison, pas du tout, en fait, parce qu'il s'est révélé en deuxième partie de saison, et dès qu'il a eu un petit peu de temps de jeu, je trouve qu'il a assuré, et il a même fait 2 derniers matchs à 26 et 27 points. Il me semble que c'est sur les 2 derniers matchs de la saison qu'il a vraiment performé au niveau du scoring. Donc lui, c'est un meneur de petite taille, qui a de vraies failles, hein, parce que c'est
pas un super défenseur, mais qui est très très rapide et qui a un vrai talent pour ce qui est de mettre le ballon dans le panier. Là, avec le départ de Lowry de Toronto et l'incertitude autour de Dragic, peut-être qu'il peut avoir un peu de temps de jeu, donc je pense que Dragic va rester, mais peut-être qu'en tant que backup, si Van Vliet est utilisé au poste 2, Flynn peut avoir un petit peu de temps de jeu. Je pense en plus de ça qu'il a marqué de vrais points auprès de Nick Nurse là dans sa fin de campagne, et en plus de ça, il a encore confirmé en Summer League qu'il avait du talent. Quand il était premier ball handler, il a montré qu'il pouvait vraiment prendre ses responsabilités, et là où il m'a épaté en Summer League, même si je le répéterai jamais assez, c'est que de la Summer League et il faut le prendre avec des pincettes, là où il m'a épaté, c'est dans la gestion du tempo. J'avais l'image de lui d'un mec qui va tout le temps à fond, mais là, je le voyais serein, appeler des pick and roll, changer de rythme, avoir une bonne lecture en transition plutôt que de foncer tout droit. Et tout ça, ben voilà, je m'en étais jamais aperçu jusqu'à la Summer League. Et je trouve que cette confiance et ce rythme qu'il arrive à gérer peut lui permettre de devenir en NBA à terme un vrai point guard backup, quoi. Et avoir, comme je disais, quelques minutes derrière un Dragic qui va être vieillissant. Donc j'attends pas vraiment une méga explosion de lui, je sais pas non plus s'il va vraiment beaucoup progresser, même si forcément l'expérience lui donnera des points d'XP dans pas mal de domaines, mais je pense qu'avec un peu plus de temps de jeu et sur toute l'entièreté de la saison, il peut faire des choses qui sont intéressantes, et voilà, donc je suis pas sûr que ce soit suffisant pour monter au tier 4, parce qu'il va avoir une progression à peu près équivalente à tous ceux que je mettrai au tier 5, je pense. Peut-être qu'il pourra monter un petit peu, peut-être qu'on en discutera, ça dépendra de son temps de jeu, mais il a le niveau, je pense, pour les avoir, ces opportunités, et déjà rester au tier 5, ce serait pas mal. Confirmer qu'il peut être un joueur de qualité dans cette cuvée de draft, ce serait déjà pas mal, je pense, pour Malachi Flynn. Le prochain dont on parle, c'est Tyrese Haliburton. Alors lui, je le mets au tier 2, parce que je le trouve pas tout à fait au niveau de LaMelo Ball et de Anthony Edwards, mais je vous spoil un peu, hein, ce sera vraiment le meilleur joueur de tout cet échelon, tellement il m'a plu. Alors je le mets avec Cole Anthony et Saddiq Bey, mais Tyrese Haliburton, vraiment très grosse saison pour lui, d'autant plus qu'il a été drafté en 12, et que ça a été une excellente surprise pour un mec drafté en 12, hein, je le répète, il est limite tier 1, vraiment limite tier 1, c'est pas du tout un blasphème de le mettre au tier 1, c'est juste que je l'ai trouvé un peu plus proche des gars que j'ai mis au tier 2 que ceux du tier 1, mais tout ça, ça se discute. Quoi qu'il en soit, moi ce que j'ai beaucoup aimé chez Tyrese Haliburton, c'est sa très grosse intelligence de jeu. Il a montré qu'il pouvait avoir un vrai shoot, avec des pourcentages de grands malades pour un rookie, tout ça malgré une mécanique qui est assez atypique, hein, que les puristes n'aimeront pas forcément, mais force est de constater que ça rentre plutôt bien, et qu'en plus de ça, il peut mettre des paniers ultra clutch, et sauver les Kings, il l'a fait à quelques reprises. C'est quelqu'un aussi qui peut faire un meneur, de toute façon, qui peut jouer au poste 1 et 2, et qui peut faire preuve, grâce à sa science du jeu, son intelligence et son QI, de beaucoup de playmaking, et c'est aussi, vu que c'est un mec qui est un winner dans l'âme, c'est aussi un mec qui se battra en défense et qui globalement, de toute façon, rendra son équipe meilleure. Et pour tout ça, bravo à Haliburton, qui en plus de ça, c'est rare chez un rookie, peut faire preuve de beaucoup de régularité. Je trouve que c'est un bon complément à De'Aaron Fox, De'Aaron Fox, c'est un petit peu un meneur tout feu tout flamme, qui va à fond, qui a d'énormes qualités de vitesse, mais qui est sûrement moins réfléchi qu'un Haliburton, et De'Aaron Fox a besoin du ballon, quand Haliburton, il est très bon quand il a le ballon en main, mais il peut aussi vivre en tant que catch and shooter, et en tant que ball handler numéro 2, donc je trouve que les deux sont très complémentaires. Par contre, voilà, si je l'ai pas mis au tier 1, je le répète, c'est que je le trouve pas encore aussi percutant que LaMelo Ball et Anthony Edwards, qui pour moi ont vraiment fait partie de l'élite des rookies cette saison. Peut-être que ça arrivera, mais il faudra du temps. Je ne suis pas sûr qu'il soit un jour une option 1 au scoring, alors que LaMelo Ball et Anthony Edwards, surtout pour Edwards, peuvent déjà quasiment l'être. Et puis, il a quelques failles aussi, hein, mine de rien, Tyrese Haliburton. Malgré toute son adresse au tir, malgré ses qualités off the ball, c'est aussi un joueur qui va très peu au cercle, malheureusement, et qui provoque peu de fautes. Après, il va devenir meilleur, c'est sûr, et sûrement il va prendre un petit peu en muscle et en physique, mais je ne le vois pas non plus changer du tout au tout dans ce domaine. Après, il n'y aura pas forcément besoin de tout changer, vu toutes les qualités qu'il a et toute la science du jeu qu'il a. Je pense qu'il peut vraiment venir un arrière très propre grâce à son sens du placement et son sens du jeu, mais c'est pas un mec que je vois vraiment forcément exploser individuellement dans les saisons à venir. Je pense que par contre il peut vraiment avoir un rôle important chez les Kings, et je sais pas si ça va win, hein, je sais pas si Luke Walton est l'homme de la maison à Sacramento, mais en tout cas vraiment avec cette mentalité de winner, lui je le vois plutôt exploser collectivement en essayant vraiment de tirer de plus en plus son équipe vers le haut. Ce sera très dur d'accrocher les playoffs, mais ce que j'attends de lui, c'est qu'il ait de plus en plus un impact dans des victoires, et que les Kings, même s'ils vont pas en playoffs, au moins ils progressent grâce à un Haliburton qui sera de plus en plus juste, de plus en plus impliqué. Et je pense que si on refait un point dans quelques mois, vu que je ne l'imagine pas forcément exploser cette
statistiquement, il restera au tier 2. Un bon tier 2 encore, mais il restera au tier 2, je pense. Voici R.J. Hampton, qui est arrivé à Orlando et qui s'est révélé d'ailleurs après son transfert au Magic, parce qu'il a commencé la saison à Denver, et à Orlando il a enfin eu des responsabilités, alors que sous le maillot des Nuggets c'était un peu dur. Déjà c'était un peu dur, en plus de ça il a chopé le Covid en fait, ouais je crois qu'il a chopé le virus, et ça a été compliqué pour lui de faire sa place, et sa saison rookie, j'imagine que quand tu fais tes premiers pas en NBA comme ça, c'est jamais évident dans cette situation et dans ce contexte. Et quand il est arrivé à Orlando, j'ai trouvé qu'il... non seulement on lui a fait confiance parce que l'équipe était un petit peu en reconstruction et voulait faire confiance en jeunes, et lui a pris confiance, il a su en profiter, et il a été rookie du mois, je crois, au mois de mai, sous le maillot du Magic. Je crois que c'est au mois de mai qu'il a été rookie du mois de la conférence Est. C'est un joueur très très rapide, et de grande taille, donc ça c'est intéressant hein, pour R.J. Hampton, qui peut scorer beaucoup de points en transition et en attaquant le cercle, qui a un vrai talent pour ça. Je l'ai pas dit d'ailleurs, mais pour sa saison dernière, forcément avec ses débuts très difficiles à Denver, c'est difficile de le mettre plus haut que le tier 5, malgré ce qu'il a montré ensuite à Orlando. On verra comment Mosley, hein, on en parlait un petit peu plus tôt avec Cole Anthony, on verra comment Mosley fait jouer tous ces jeunes arrières, parce que Markelle Fultz, parce que Jalen Suggs, parce que Cole Anthony, ça fait quand même beaucoup de monde sur les postes 1 et 2, beaucoup de monde avec du talent qui a besoin de jouer. Je sais pas encore comment R.J. Hampton jouera. Peut-être que Mosley aura besoin de quelqu'un qui est capable d'être un peu plus réfléchi parfois, qui pourra ralentir un peu plus le jeu et plus gérer le tempo. Ça, pour l'instant, c'est pas dans les qualités de R.J. Hampton. Et s'il a besoin de ça, peut-être que Hampton n'aura pas trop de temps de jeu, parce que c'est le moins apte, à mon avis, à faire ça dans tous les arrières que j'ai cités. Par contre, si Mosley a besoin de folie, d'accélération et de points et d'efficacité en peu de temps, R.J. Hampton, ça peut être son homme. Et je pense que de toute façon, sa saison prochaine va vraiment dépendre de son temps de jeu et des responsabilités qu'il aura. Et son temps de jeu et ses responsabilités, je pense, dépendront aussi de ses progrès au tir, parce que pour l'instant, il a pas mal de progrès à faire. Pour l'instant, c'est surtout un joueur qui va très très vite, qui peut marquer beaucoup de points en contre-attaque, qui peut marquer quelques points en drive, mais qui s'écarte pas énormément, en tout cas pas avec régularité, et tout ça, ce sera une des clés de sa progression. Après maintenant, il a montré quand même de belles choses en Summer League. Au tir, il a été très bon dans les corners, j'ai trouvé. Tout ça, ça montre que son avenir, il sera peut-être plutôt au poste 2, voire même peut-être, je me dis, au poste 3, dans un dispositif très small ball, avec sa belle envergure. Pourquoi pas le faire jouer au poste 3, où il y aura peut-être un peu moins de monde à Orlando, surtout si Terence Ross est de moins en moins utilisé dans une optique de reconstruction. Donc s'il a des chances de se montrer, il les aura, je pense, hein, quoi qu'il arrive. Il y aura des blessures, il y aura des absences dans la saison. Donc ces chances-là, à mon avis, R.J. Hampton, il devra vraiment les saisir. Et s'il les saisit, ensuite peut-être qu'il aura de plus en plus de temps de jeu et de plus en plus de responsabilités. Attention aussi d'ailleurs, une des autres clés que je veux rajouter concernant Hampton, il devra faire attention à la balle. Parce que comme je disais, il va très vite. Confondre vitesse et précipitation trop souvent, ça peut être assez rédhibitoire. Donc il faut qu'il arrive à trouver ce juste milieu entre son grain de folie qui fera, je pense, à terme son succès en NBA, mais tous les déchets que ça entraîne. Il faut qu'il arrive vraiment à mixer tout ça et à polir tout ça pour avoir du temps de jeu, et forcément ce sera pas simple. Maintenant, s'il y arrive, je le vois un petit peu monter dans les tiers, pourquoi pas, mais là j'ai encore trop d'interrogations pour dire avec certitude que dans quelques mois je le mettrai dans des tiers au-dessus. C'est l'heure de parler d'un Français nommé Killian Hayes des Detroit Pistons. Et malheureusement, même si ça fait un petit peu mal au cœur, j'ai des difficultés à le mettre plus haut que le tier 5, vu les autres joueurs qui se situent ailleurs. Il a une saison compliquée, hein, notre petit Killian Hayes, avec beaucoup de difficultés au shoot en début de saison, avec de gros soucis pour trouver sa confiance, puis ensuite une grosse blessure. C'est vraiment pas idéal de vivre une situation pareille quand tu es rookie. Comme on le disait un peu plus tôt, quand on parlait notamment de LaMelo Ball, qui avait assuré dans ce rôle-là, et j'ai tendance en plus de ça à être sûrement plus tolérant avec les meneurs, je trouve que c'est pas simple en NBA de commencer en tant que point guard. Ça demande beaucoup de responsabilité, beaucoup de maturité, et c'est encore plus difficile, je trouve, dans une équipe si jeune que l'étaient les Pistons, où il n'y avait pas beaucoup de gros cadres, notamment à son poste, pour l'entourer, même s'il y avait Corey Joseph, quand même, qui a pu l'aider. Killian Hayes a beaucoup d'excuses, et c'est bien trop tôt pour l'enterrer pour la suite, surtout qu'en fait, il a fait une Summer League intéressante, mais pour l'instant, j'ai quand même du mal à le voir plus haut que le tier 5 sur sa saison rookie. Sur sa Summer League, quand même, il y a des conclusions à tirer qui peuvent être cool. Je pense que il sera, si on veut vraiment parler en termes de poste, même si ce sera plus compliqué que ça, on aura Killian Hayes au poste 1 et Cade Cunningham au poste 2. Mais les deux porteront la balle, et ce
ce que j'ai aimé, ce qui m'a plu, c'est que les deux cherchent déjà à jouer ensemble. Et puis, de toute façon, quand Cunningham porte la balle, Hayes a montré très bien aussi qu'il pouvait jouer aussi off the ball, et il a montré, je pense, en plus de vrais progrès encore au tir, et notamment en catch and shoot. Je l'ai trouvé aussi plus agressif dans cette Summer League, peut-être de jouer à un niveau moins relevé l'a aidé, et puis, bon, le pauvre hein, aussi, il faut pas oublier que la saison des rookies de l'an dernier était très particulière, parce qu'avec le virus, il n'y avait pas eu de Summer League et pas de préparation, il a direct été lancé dans le grand bain, donc là, ça lui a fait du bien, je pense, d'être dans cette Summer League à Vegas. Il a été plus agressif, plus en confiance, il a plus cherché à scorer, et il y a besoin de cette mentalité et de cette envie d'être un guerrier, je trouve, en NBA. Et quand tu as cette énergie-là en attaque, en tout cas chez Killian Hayes, je trouve que ça se ressent aussi en défense, et ça s'est vu dans cette Summer League avec Détroit. Je pense qu'à terme, en vrai, le duo Cade Cunningham, le backcourt Cade Cunningham, Killian Hayes, peut vraiment envoyer des deux côtés du terrain, et je veux vraiment souligner la défense. Et je trouve que ce duo est très très complémentaire, même si ça suscite beaucoup d'interrogations, hein, je l'ai vu notamment dans le chat des anciens lives, mais je trouve que ça peut aller très vite en transition, ça peut avoir beaucoup d'envergure et de la bonne vitesse de déplacement en défense, c'est cool. En attaque, je trouve que quoi qu'il en soit, Killian peut trouver Cade Cunningham sans souci. Cade sera probablement le scoreur principal entre les deux. Killian peut vraiment lui lâcher la balle. Je pense juste qu'il a besoin d'expérimenter encore un peu plus en NBA, de jouer plus de matchs, et voilà pourquoi il faut être patient. Donc à mon avis, plus la saison va avancer, plus il trouvera ses marques, et plus il trouvera ses marques, plus il progressera. Donc voilà, pour l'instant je le mets au tier 5, mais c'est clairement pas définitif, parce que pour sa saison sophomore, je m'attends à le voir au moins au tier 4, et peut-être même au tier 3, parce que je trouve qu'il a un vrai potentiel, et j'attends beaucoup de Killian Hayes dans cette équipe des Pistons. Prochain rookie dont je vais parler, ce sera l'arrière, le meneur de jeu même des Pelicans, Kyra Lewis Jr., que je mets lui aussi au tier 5, hein. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, s'il y a plus de monde au tier 5, plus on se rapproche de l'élite et plus le nombre de places est limité, évidemment. Donc Kyra Lewis Jr., je le mets aussi au tier 5. Par contre, lui, je veux commencer par vanter ses qualités et vanter aussi les progrès qu'il a fait tout au long de la saison. En fait, il a commencé sa campagne rookie tout au bout du banc, mais peu à peu, en donnant énormément d'énergie, et ça des deux côtés du terrain, en défense aussi, hein, je tiens à le préciser, parce qu'on l'oublie beaucoup dans tous les rapports que je lis sur Kyra Lewis Jr., il a montré vraiment une vraie agressivité, une vraie énergie, et ça a plu à Stan Van Gundy. Stan Van Gundy lui a fait confiance, et je trouve que c'est assez rare pour le souligner, parce que c'est pas le coach qui fait le plus confiance aux jeunes de toute la NBA. Donc tout ça déjà c'est prometteur. Et au fur et à mesure de la saison, plus ça a avancé, plus il a obtenu un rôle de boost un petit peu parmi ses remplaçants. Il a des qualités de vitesse qui sont flagrantes, et dès qu'il rentre, il augmente le tempo de l'équipe, ça se voit. Il met la pression sur le cercle grâce à cette rapidité, il joue en contre-attaque, il joue sur drive aussi, et tout ça c'est pas mal. Et ce qui m'a étonné également dans le bon sens, que je n'imaginais pas sur Kyra Lewis Jr., c'est sa prise de décision. C'est pas juste une fusée qui va partir dans tous les sens tête baissée, et sa vitesse, il arrive bien à la gérer au final avec des changements de rythme intéressants, et au final, malgré ce jeu à risque, je trouve qu'il perd assez peu de ballons. Donc tout ça c'est cool. Par contre, je trouve qu'il a de vrais progrès à faire dans d'autres domaines pour atteindre un vrai niveau de starter. Le playmaking, c'est vraiment pas son truc. Le shoot de loin, c'est vraiment pas son truc. La régularité, c'est pas encore son truc. Donc tout ça, ça viendra peut-être avec l'expérience. Et malgré toutes les bonnes choses que j'ai dites avant, je veux pas non plus trop m'enflammer. Il faut noter que pour l'instant, les moments où il a brillé, c'est davantage des flashs plutôt que des choses qu'il a faites avec constance. Et ses pourcentages sont vraiment pas dingues. Maintenant, en Summer League, lui aussi a été bon. Il a montré que, clairement, il avait de quoi être l'un des joueurs les plus rapides de toute la NBA. Faudra juste voir la saison prochaine comment Willie Green l'utilisera. Il faut être conscient aussi qu'il y aura de la concurrence chez les Pels, parce que sur les postes 1 et 2, il y a Devonte Graham, il y a Thomas Satoransky, il y a Nickel Alexander-Walker, tous ceux-là, ils vont avoir un peu de temps de jeu, hein, je pense. Enfin, ce trio-là aura du temps de jeu, faudra en trouver aussi pour Kyra Lewis Jr. N'empêche que s'il continue des progrès comme il a montré tout au long de la saison, s'il progresse avec autant d'efficacité et de rapidité, je trouve, il peut peut-être devenir un des premiers remplaçants parmi les arrières. Et tout ça peut être cool. Donc en vrai, je le vois progresser tranquillement, à son rythme, la saison prochaine, toujours dans un rôle similaire de booster en sortie de banc. À mon avis, si on refait le point dans quelques mois, il sera toujours tier 5, peut-être à la limite du tier 4, s'il arrive à faire des progrès plus rapides que ce que j'imagine. En tout cas, je pense de très bonnes choses sur Kyra Lewis Jr. que je n'imaginais pas en début de saison. Donc pour ça, bravo à lui. Allez, un autre joueur français, après Killian Hayes, Théo Malédon, pas Maledon. Donc un autre joueur français, après avoir parlé de Killian Hayes, Théo Malédon, de OKC, qui lui, je mets au tier 3 parce que sa saison m'a beaucoup plu. On va en parler
tout de suite. Lui aussi, je trouve qu'il a vraiment progressé au fil de la saison. Il avait peu de temps de jeu au début, mais je trouve que peu à peu, il a séduit Marc Daigneault. Et Marc Daigneault, j'ai trouvé ça très intéressant et très juste. Ce qu'il disait de lui, c'est qu'il appréciait énormément le côté bosseur et surtout très perfectionniste de Théo Malédon, qui veut tout faire de la façon la plus précise possible, en rentrant vraiment dans tous les détails du jeu. Et ça a séduit Daigneault, et je comprends. Ça correspond vraiment au profil de Malédon dont on parle déjà depuis des années. Et tout ça, le fait de beaucoup bosser et d'avoir ce souci du détail, ça lui a permis d'obtenir de vraies responsabilités au OKC, et il a fait un mois d'avril assez exceptionnel pour un rookie, à 13 points, 4 rebonds et 4 passes, où il a été vraiment impressionnant par sa maturité et par ses choix offensifs. En fait, il a toujours cette volonté de faire la bonne action au bon moment. Il a un gros QI basket, et tout ça, je trouve ça très positif. Bien sûr que son adresse n'est pas toujours là, mais ses choix sont bons, ses tirs sont bien pris, c'est souvent dans le timing, et tout ça, c'est prometteur. Et s'il continue à bosser comme il le fait, un jour, tous ses shoots rentreront, et enfin tous ses shoots, bien sûr que non, tous ses shoots rentreront pas, mais ses pourcentages vont augmenter. Et là, tout ça là, moi, ça me hype un petit peu pour le futur. Surtout qu'en vrai, que là, en Summer League, il a montré encore des progrès. Déjà, physiquement, il s'est transformé. Il a pris une grosse musculature, il a refusé l'équipe de France pour bosser aux États-Unis, et ça se voit. Regardez des images de lui en Summer League, le mec maintenant est devenu quand même musclé, le Théo Malédon. Donc tout ça c'est bien. En Summer League, il s'est vraiment affiché dans le comportement comme un super leader. Sur son premier match, j'ai trouvé clairement qu'il avait dominé Cade Cunningham, avec encore une fois un jeu très juste, où il avait terminé à 15 points 11 passes, je crois, et pas mal de rebonds. Et il avait perdu très peu de ballons aussi. C'est rare en Summer League de perdre peu de ballons, tellement les joueurs croquent. Donc Théo Malédon, pour moi, c'est comporté comme l'un des joueurs les plus matures de cette Summer League. Et là, tout ce que j'ai vu me laisse penser qu'il est encore plus NBA ready que ce qu'il était, avant sa saison rookie. Et c'est normal, de toute façon, avec une saison de plus dans les pattes, et aussi du travail acharné pendant l'été. Donc j'espère qu'à OKC, il aura encore plus de temps de jeu, plus de responsabilités. Je pense qu'il mérite son spot de titulaire, à côté de Shai Gilgeous-Alexander. Faudra voir comment il est utilisé avec Luguentz-Dort, voir si c'est Luguentz-Dort qui est sur le banc, ou si Malédon sera utilisé en tant que 6e homme. J'espère le voir titulaire. Pour moi, il mérite. Quoi qu'il en soit, même s'il sort du banc, je pense qu'il aura de grosses minutes. Et je pense que si il a ces grosses minutes, il peut faire une autre très bonne saison. Et à mon avis, il restera... dans le pire des cas, tier 3, c'est un joueur trop intelligent pour descendre et ne pas confirmer à mon sens, et peut-être, pourquoi pas, essayer d'aller titiller un peu le tier 2, c'est tout ce que je lui souhaite. Le prochain c'est Kenyon Martin Jr., qu'on appelle de plus en plus KJ Martin, pour ne pas le confondre avec son père, Kenyon, que je mets au tier 4, juste ici, bien aligné, très bien. Et en fait, je trouve que Kenyon Martin Jr., c'est une très bonne surprise pour un 52e choix de draft. Il y a encore beaucoup de boulot à faire, notamment dans la compréhension du jeu. Un peu comme son père, c'est un super athlète, ça c'est clair et net, ça lui permet de dominer dans les airs et sous les panneaux. C'est un gros dunker qui peut contrer, qui peut prendre des rebonds, qui est très spectaculaire. Il l'a encore montré en Summer League, il a mis un contre énorme sur Evan Mobley, il a mis quelques gros alley-oop, donc tout ça c'est très cool. Maintenant, il aura pas autant de facilité à faire ce qu'il a fait en Summer League aussi en NBA, même s'il a montré quelques bons flashs sur sa saison rookie. Son souci, en fait, son principal souci à Martin, c'est qu'il a un jeu d'ailier fort, vraiment, avec toutes ses qualités athlétiques, mais qui mesure moins de 2 mètres, il doit mesurer 1m98 de mémoire. Donc de vraies qualités physiques, de vraies qualités athlétiques, mais du mal à trop croire en lui sur son avenir et le plafond qu'il peut atteindre. Heureusement, je trouve qu'il a développé un petit shoot, même s'il n'est pas encore élite dans le domaine, qui lui permet aussi de s'écarter en attaque et pas juste avoir un jeu d'ailier fort physique. Mais pour l'instant, je trouve qu'il a un côté un peu trop instinctif, un peu trop bestial pour lui assurer un futur radieux. Il n'est pas assez discipliné, je trouve, dans son jeu. Il manque peut-être de fondamentaux. Il a des chutes de focus qui peuvent être assez impressionnantes. Et il est vraiment toujours à la recherche de la grosse action, plutôt à celle qui va être spectaculaire, plutôt que celle qui va vraiment être efficace. Pour moi, il doit vraiment prouver qu'il peut devenir un basketteur plus qu'un athlète. Il doit encore le prouver dans les saisons à venir. Donc je pense que sa saison sophomore sera encore sous le signe de la formation pour lui. Ce sera trop tôt pour imaginer l'explosion. Il va montrer que son potentiel peut être intéressant. Et je pense que de toute façon, à Houston, l'idée ça va pas être de gagner des matchs. L'idée ça va être avant tout de développer les jeunes. Donc il peut avoir un petit peu de temps de jeu parce que quand les objectifs sont peu élevés, autant essayer de donner du temps de jeu à tous les jeunes. Donc j'ai du mal à le voir grimper très haut tout de suite. Par contre, à voir s'il arrive à combler ses failles dans le futur, peut-être à plus long terme. Mais là, je pense que si on refait un point d'ici quelques mois, ce sera entre le tier 4 et le tier 5. Comme je dis souvent, d'un sophomore, on attend un peu plus d'impact dans la victoire. Et à Houston, je suis pas sûr qu'il en ait. Donc à mon avis, ce sera tier 4, tier 5. Parce que juste faire des stats ne me suffira pas pour viser trop haut dans les échelons
pour une saison sophomore. Le prochain dont je vais parler, c'est Tyrese Maxey, un que j'adore vu qu'il joue à Philadelphie, mais que j'ai du mal à mettre plus haut que le tir fort. Même si j'aurais aimé le mettre plus haut, je l'avoue, mais en essayant d'être assez objectif, c'est difficile. Après, bien sûr, tout le monde ne parle que de son match à 39 points quand il y a eu toutes les absences à Philadelphie à cause du virus. Et tout le monde a envie de le mettre beaucoup plus haut, et je trouve que la plupart des gens, même si je l'aime beaucoup, le surcotent énormément. Et pourtant, moi je l'ai vu beaucoup jouer cette saison, et il n'y a pas que ce match à 39 points malheureusement. Il y a eu beaucoup de bas aussi, il y a eu des hauts, mais il y a eu des bas. Et c'est pas par hasard qu'il a galéré à obtenir un temps de jeu régulier, et encore plus en playoff. Alors bien sûr qu'il a ce côté un peu foufou qui est hypant, et qui est assez plaisant à voir, mais son jeu est vraiment trop à risque, surtout dans une équipe qui veut la win. Il a eu très bons moments, mais d'autres bien plus catastrophiques, avec des choix qui sont très discutables. Et quand les Sixers voulaient gagner des matchs, ils ne pouvaient pas se permettre de l'avoir trop longtemps sur le terrain quand ils prenaient ce genre de décision. Alors forcément, quand on voit les highlights et quand on voit les résumés de match, on retient que le meilleur, mais ce serait pas objectif de ne le juger que sur ça. Maintenant, en 2 matchs de Summer League, il a montré, cette saison-là, qu'en termes de niveau, il était au-dessus de la plupart des 3/4 des joueurs qu'il a affrontés. J'ai l'impression en fait que ce genre de ligue d'été, là, de compétition, c'est fait pour lui. Tout est pour l'attaque, donc tout est fait pour les guards en plus de ça, tout est fait pour les dribbleurs qui peuvent scorer, donc Maxey, il s'est régalé. Il a pris d'énormes coups de chaud, il était trop rapide pour la plupart des défenseurs, il a montré qu'il avait un énorme premier pas, presque plus explosif que tous les autres, il était super dans ses drives, avec un gros body control qui lui permettait pas d'envoyer beaucoup de flotteurs comme il faisait jusque-là, mais aussi d'aller au contact. Donc j'ai trouvé ça cool. Contre Atlanta, là, dans cette Summer League, il a même dépassé les 30 points. Je crois que c'est ce match-là qui s'est joué en prolongation, il a même eu un gros rôle dans la win. Donc tout ça, c'est cool. Mais tout ça, c'est aussi à limiter, parce que ça reste de la Summer League, où on lui donnait tout le temps la balle, et il bénéficiait carrément de tous les systèmes. Et Tyrese Maxey, jusque-là, c'est surtout un scoreur unidimensionnel, qui a du vrai talent pour mettre des points, mais qui pour l'instant est un scoreur unidimensionnel. Et quand on voit le nombre de passes qu'il a fait, on accorde avec le nombre. Quand on voit le nombre de passes qu'il a fait pour le nombre de possessions qu'il a eu, je trouve que c'est très faible. Il continue toujours à pas faire forcément les bons choix, et voilà, c'est sa vraie limite à Tyrese Maxey. Son futur, je le vois quand même en tant que scoreur dynamiteur en sortie de banc, et s'il progresse au tir et qu'il devient régulier au shoot extérieur, il peut même devenir un joueur à 15, allez peut-être même 18 points par match en tant que 6e homme, et ce serait exceptionnel. Ça voudrait dire qu'il pourrait concourir, ça ce serait vraiment s'il atteignait son plafond, il pourrait concourir parmi les meilleurs 6e hommes de la ligue. Et je pense même déjà que cette saison, on aura des extraits un peu de ça, il peut prendre des coups de cheveux en sortie de banc. Par contre, je veux plus de régularité, et j'en entends beaucoup dire qu'ils veulent le voir en tant que titulaire au poste de meneur à Philadelphie, et ça, moi, je suis absolument pas d'accord. Pour moi, dans une équipe qui veut la win comme les Sixers, un mec comme Tyrese Maxey, tu peux pas le mettre au poste 1, c'est un poste qui demande beaucoup trop de responsabilités, et Maxey n'a pas assez de playmaking et de maturité pour occuper ce poste dans ce type d'équipe. Il y a trop de risques dans son jeu. Après, je pense quand même qu'il peut avoir de bonnes minutes en sortie de banc dès cette saison, qui seront plus régulières et plus nombreuses que les 15 minutes qu'il avait l'an dernier, et sachant qu'il a carrément fait des matchs en DNP. Là, j'espère le voir jouer à tous les matchs. Allez, 17, 18, 20 minutes, pourquoi pas, s'il assure. Et ça, s'il les a, je pense qu'il peut viser plus haut que le tir fort. Il pourra monter d'un tir, peut-être dans quelques mois, grâce à ses talents de scoreur. Mais le voir titulaire, pas tout de suite en tout cas. Et il a beaucoup de travail à faire dans le playmaking, dans ses choix offensifs, pour progresser, le Tyrese Maxey. Par contre, en tant que scoreur, on a un bon client. On enchaîne avec le joueur des Minnesota Timberwolves, Jaden McDaniels, qui lui aussi, je le mets au tir fort. Dis donc, il n'y avait pas trop de monde au tir 3 et au tir fort, là je suis en train de les remplir. Donc, Jaden McDaniels, que je mets ici à côté de Tyrese Maxey. Ce qui me plaît chez ce joueur, avant tout, c'est son impact défensif, qui est tellement nécessaire dans une équipe comme Minnesota, et il a obtenu du temps de jeu en deuxième partie de saison, en grande partie grâce à cet impact défensif. Je trouve qu'il peut être un vrai stopper au poste 4, qui sera complémentaire à un Karl Anthony Towns, qui malgré les outils qu'il a en défense pour l'instant, ne se donne pas beaucoup de ce côté-là du terrain, et ceux qui connaissent un peu la chaîne, YouTube notamment, savent que c'est une des choses que je reproche notamment à Towns. Alors après, McDaniels, je suis pas sûr qu'un jour il devienne un attaquant hyper gifté. Il peut finir près du cercle, ça c'est sûr, il peut même mettre quelques triples en catch and shoot, ça c'est bien aussi, il peut partir en transition, et ça aussi c'est bien. Ça montre que quoi qu'il arrive, il aura le skill set minimum qui est attendu pour que le joueur ne soit pas juste quelqu'un qui regarde ses potes jouer en attaque. Maintenant, il manque quand même de fondamentaux,
Et je trouve qu'il se cache un peu en attaque. J'aimerais le voir en fait aussi agressif en attaque que ce qu'il est en défense. Maintenant, ça viendra peut-être, en prenant confiance aussi. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a tellement de joueurs offensifs à Minnesota que c'est peut-être pas nécessaire qu'il force trop son talent du côté de l'attaque. Pour l'instant, je vois qu'il essaye de temps en temps à avoir un autre rôle plutôt que celui de scoreur. McDaniels, il me plaît par son côté unselfish, qui peut se sacrifier pour le collectif, qui joue pour les autres, qui va poser de bons écrans. Et je trouve que dans une équipe chez les Wolves, un tel profil, c'est intéressant. Après, il y a sa Summer League aussi dont il faut parler, parce qu'il a eu un peu plus la balle. J'ai trouvé qu'il a plus créé pour lui, qu'il s'est plus donné en attaque, en essayant de montrer qu'il pouvait avoir des qualités de ce côté-là. Et j'ai trouvé qu'il prenait peu à peu plus confiance en ses capacités. Tout ça, c'est bien. Lui, dans une interview, j'ai vu qu'il disait qu'il s'inspirait de Paul George. Alors clairement, c'est un bon exemple. Et je vois ce qu'il veut dire, hein, parce que défensivement, il y a ce côté-là. Et il va falloir qu'il progresse beaucoup à la création. Et pourquoi pas, mais il y a quand même beaucoup de boulot. Et là, en Summer League, par exemple, j'ai trouvé que presque, il prenait trop de responsabilités. On lui a demandé, hein, et puis c'est un laboratoire la Summer League, donc c'est bien que les joueurs testent. Mais là en Summer League, j'ai trouvé qu'il driblait un peu trop tête baissée, je pense. Il y a du taf, c'est clair, notamment en attaque, mais il y a un vrai potentiel, et tout ça, ça me plaît. Donc j'attends surtout à ce que, à Minnesota, il ait un vrai rôle. Il peut être titulaire, je pense, au poste 4, et à voir ce que ça donnera. Si Minnesota arrive à gagner un peu plus que la saison dernière, avec un McDaniels qui est titulaire, ça peut vraiment monter dans les échelons. Comme je le disais, hein, j'attends d'un sophomore qu'il aide son équipe à gagner plus qu'un rookie, et McDaniels peut faire ça à Minnesota. S'il arrive à avoir ce vrai impact en apportant des choses qui manquent dans cette équipe des Wolves, pourquoi pas l'imaginer passer au tier 3 dans quelques mois. Ça m'étonnerait pas plus que ça. Chuma Okeke, et lui aussi, visiblement, j'ai envie de remplir cette ligne, je le mets au tier 4. Le cher Chuma. Il avait été drafté en 2020, lui, il faut savoir, mais il n'a pas pu jouer sur la première saison après sa draft parce qu'il s'est fait les croisés. Donc il est arrivé pour la saison 2020-2021, et même si en début de saison il n'avait pas énormément de temps de jeu, avec toutes les blessures qu'il y a eu à Orlando et tous les transferts qu'ils ont fait, il s'est trouvé responsabilisé, et même titulaire en fin de saison, notamment avec les départs de Aaron Gordon et de Nikola Vucevic. Et là, en tant que titulaire, moi il m'a vraiment surpris, parce qu'il a fait de très belles perfs, il s'est même comporté un peu en leader dans cette jeune équipe, et ce mec-là, je connaissais à peine son nom, et j'ai trouvé que quand je l'ai vu avec Orlando, il avait envie, et ça fait plaisir à voir. C'était une belle surprise, c'est un mec polyvalent qui peut un peu tout faire. Je l'ai vu envoyer des pull-ups à longue distance, prendre des step-back, tenter des drives, aller mettre des paniers dans le trafic, être assez solide, être assez costaud. Il défend plutôt bien, je pense qu'il est au-dessus de la moyenne. Et voilà, donc Chuma Okeke, pour moi, bonne surprise. Bonne surprise, et je pense qu'il peut garder peut-être ce spot de titulaire dans une équipe en reconstruction comme le Magic, et peut-être même booster ses stats par rapport à sa saison rookie. Maintenant, encore une fois, je le répète, dans une équipe comme Orlando, il n'aura pas beaucoup de wins. Je suis pas sûr que le Magic soit hyper compétitif, et à mon avis, c'était déjà une bonne surprise la saison dernière. Si dans quelques mois, il reste au tir fort, ça veut dire que sa saison sophomore sera plutôt une réussite. Le prochain qu'on aborde, c'est Isaac Okoro de Cleveland, qui lui vient remplir la ligne de l'échelon numéro 3, le tier 3, que j'aligne avec Desmond Bane et Théo Malédon. Bon, offensivement, si on commence par parler du jeu d'attaque de Isaac Okoro, c'est clairement les montagnes russes. Il a eu du mal à trouver son rythme cette saison, et il a fait des perfs très irrégulières. Même si j'ai trouvé qu'en fin de saison, sur les dernières semaines, il a fait quelques performances au scoring qui étaient assez prometteuses. Par contre, défensivement, Isaac Okoro, c'était peut-être la saison dernière, je trouve, le meilleur rookie au périmètre. Et j'espère qu'il va confirmer ça pour sa saison sophomore. C'est un mec qui est athlétique, qui a une très grande envergure et surtout un gros moteur avec beaucoup d'énergie. Je pense qu'il lui manque juste un vrai shoot pour devenir un super, mais vraiment un super 3&D. Il a eu beaucoup de temps de jeu par contre à Cleveland, c'est une chance que tous les rookies n'ont pas eu. Et là, la clé pour progresser, ça va être la régularité offensive. Il faut qu'il apprenne à mieux chasser ses spots, à mieux les trouver et à prendre de meilleurs shoots. Parce que je trouve il allait pas forcément dans les bons angles, il prenait des shoots compliqués, et il avait tendance à complexifier la tâche en attaque, quoi. Donc après, voilà, maintenant, il y a une vraie marge de progression. C'était intéressant de voir qu'en Summer League, il s'est montré plus agressif vers le cercle, à essayer de prendre des shoots un peu plus faciles, et c'est ce qu'il va falloir faire. Je suis content de voir que c'est pas un mec qui va se focus que sur la défense, et qui, j'espère, montrera les mêmes choses en NBA. En Summer League, en tout cas, il a même été mis dans des situations de porteur de balle, en pick and roll, enfin c'est lui qui appelait les pick and roll, et je trouve qu'il s'en est pas mal sorti. Donc voilà, même s'il y a aussi des progrès à faire dans le handle, dans la vision de jeu peut-être, et dans les choix, le potentiel est là. Je trouve que
notamment dans le dribble, il semble de plus en plus à l'aise dans pas mal de domaines. Tout ça, c'est intéressant pour sa saison sophomore qui arrive. Clairement, ce sera jamais un meneur, un pur meneur, mais ses progrès quand même sont intéressants balle en main. Et s'il arrive à me mettre dedans de loin, je le répète, parce que ce sera une des vraies clés, je pense qu'il peut devenir un gros joueur. Donc il y a encore beaucoup de taf dans ce domaine. Je pense qu'il sera encore titulaire cette saison. Donc je pense qu'il fera de vrais progrès. Ça lui permettra de rester au tier 3, je pense. Tier 2, ça peut peut-être être un petit peu limite, mais à mon avis, il est capable de faire suffisamment de progrès pour rester au tier 3 dans quelques mois, et peut-être aller titiller le tier 2, pourquoi pas. Pourquoi pas, Isaac Okoro, vu tout le potentiel qu'il a, s'il l'exploite à fond, le tier 2, ouais, je pense qu'il peut le titiller. Maintenant, est-ce qu'il va l'exploiter direct d'ici quelques mois, je sais pas, mais il en a les capacités, donc on sait jamais. On enchaîne avec un autre futur sophomore en vue de la saison prochaine, Alexei Poukousevski du Thunder, qui lui a clairement fait un début de saison catastrophique, et pourtant, je le mets au tir fort. Donc vous imaginez que si c'est le cas, c'est qu'il a fait des progrès tout au long de la saison. Quand il est arrivé en NBA, son adresse au shoot, elle était clairement à vomir, même si je suis méchant. Il faisait de très très mauvais choix en attaque, il avait très peu d'impact en défense, et à chaque fois qu'il rentrait sur le terrain, franchement, son niveau de jeu, ça faisait peur. Je me disais qu'il allait vraiment pas faire long feu en NBA. Et pourtant, il s'est accroché, il a persévéré, il s'est mis à comprendre de mieux en mieux le jeu, de mieux en mieux son rôle, et au final, on pouvait se dire que ça pouvait arriver, parce que finalement, c'était le plus jeune joueur de la dernière cuvée de draft. Le gars, il parlait mal anglais quand il est arrivé, il venait de Serbie, et donc pas simple de performer tout de suite, quand t'es le plus jeune, que tu parles pas la langue et que tu découvres une toute nouvelle culture. Donc au final, il fallait lui laisser sa chance, et on l'a envoyé en G-League, dans la bulle, et ça a été une belle expérience pour lui. Même s'il n'a pas été non plus exceptionnel dans cette bulle, il a eu des responsabilités, il s'est un petit peu accoutumé au rythme des États-Unis, et je trouve qu'il a pris confiance. Donc il s'est mis, je pense que les coachs l'ont aidé à ça, il s'est mis à plus attaquer le cercle pour aller chercher la faute. Donc bien sûr, avec son physique, ça va pas non plus être un super slasher, mais en tout cas, il a compris comment aller chercher des paniers plus facilement. Et quand il est revenu ensuite avec OKC, ça lui a permis d'exploser. Après, toute proportion gardée, exploser c'est peut-être un peu fort comme mot, mais ça lui a permis de montrer de vraies choses. Et après la bulle, avec le Thunder, il a tourné à 11 points par match. Donc tout ça, c'est plutôt cool. Maintenant, il doit encore progresser sur tout plein de choses, sur ses choix offensifs qui sont pas toujours les bons, sur sa sélection de tir. Il doit s'épaissir un peu, je pense. Moi, je trouve quand même qu'il est encore trop frêle, et sur sa défense aussi, parce que sur sa défense, j'ai quand même beaucoup de doutes. Pour l'instant, il est encore surtout un catch and shooter très mince, malgré les progrès qu'il a fait dans l'agressivité dont je parlais tout à l'heure. Son problème pour l'instant, de toute façon, c'est que je pense qu'il n'est pas assez solide pour jouer dessous, mais pas assez vif pour jouer à l'extérieur. Et on sait très bien que les joueurs entre deux postes, ça soulève des questions. Maintenant, il a du potentiel, il a montré de belles choses. Tout le monde en parle comme une licorne, je trouve que c'est encore un peu précipité, parce que balle en main, c'est pas non plus tout à fait ça. En tout cas, il a de vraies qualités qui seront à développer, et donc son potentiel, je pense qu'il est à tester pendant une saison de plus à OKC. Dans quelques mois, est-ce qu'il restera au tir fort? Je sais pas. S'il y reste, ça montrera que sa saison sophomore, il a continué un petit peu sur son rythme et qu'il a continué à progresser. Donc s'il reste au tir fort, c'est plutôt bien, et s'il est au tir 5, ça me surprendrait pas beaucoup non plus. Maintenant, l'imaginer au tir 3, pourquoi pas? Faudrait qu'il explose vraiment, et qu'il ait montré de vrais progrès. Il n'a pas fait la Summer League, donc je peux pas trop me mouiller là-dessus. Et allez, si, pourquoi pas, ça va se jouer entre Tier 3, Tier 4 et Tier 5. Tout va dépendre de comment il commence sa saison avec le Thunder, mais il aura des responsabilités en tout cas, et l'occasion de se montrer. Prochain dont on parle, c'est Peyton Pritchard, le meneur des Boston Celtics, qui lui, dès le début de saison, m'a vraiment impressionné par son culot. Il avait un côté un peu Mr. Big Shot, non, à toute proportion gardée, je compare pas à Chauncey Billups, ne vous méprenez pas, mais qui mettait de très très gros shoots avec de sacrés balls. Le mec n'avait jamais peur de rien, et ça m'a bien plu. De toute façon, Pritchard, il prenait plus de la majorité de ses shoots derrière la ligne à 3 points, et il tournait à plus de 40% de réussite, donc c'est très bien. Il est très bon pour créer son shoot, mais il est bon aussi sans le ballon, donc tout ça c'est cool, c'est un très gros attaquant. Maintenant, est-ce qu'il peut être plus qu'un sniper d'élite? À voir. Il peut avoir une vision de jeu intéressante quand même. Il a de vraies failles en défense, où il reste quand même sous-dimensionné, petit, avec une petite envergure. Il va pas non plus trop au cercle en attaque, et ça, c'est pas génial. Donc son côté spécialiste du shoot peut lui offrir du temps de jeu en sortie de banc. Un peu comme Maxi, je trouve, la Summer League était faite pour lui, il pouvait vraiment briller. Le mec a tourné à 16 ou 17 points par match en Summer League, donc il a plutôt été pas mal. Il a fait même une méga perf où il était sur un nuage dans une ligue qui veut pas dire grand chose en Pro AM où il a mis 92 points. Donc ça, je veux pas donner trop de valeur à ça, mais ça montre les qualités qu'il peut avoir pour mettre le ballon dans le panier. Et en tout cas, ouais, revenons à la Summer League qui, même si ces performances-là sont à prendre avec un peu de recul, il a été élu dans la first team de la Summer League, donc bravo à lui pour ça. Mais moi, ce qui m'a le plus épaté, en fait, dans cette ligue d'été, ça a été sa capacité à lâcher la balle. Il a tourné à plus de 8 passes par match et il m'a impressionné. Donc je me dis,
Un mec, enfin, et d'ailleurs ça a été le meilleur passeur de la compétition. Il peut vraiment se transformer en meneur de jeu, playmaker. En fait, j'ai trouvé que plus que juste un shooter, c'était aussi un gars qui lisait bien les défenses, qui savait aussi lâcher la balle quand il était trappé. Je me rends compte que j'ai oublié de le placer, donc sur sa saison rookie, je le mets tir fort, mais un bon tir fort. Voilà, donc bah, pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste avant de parler de sa Summer League, hein, notamment pour le culot qu'il avait en début de saison. Et voilà, et en tout cas, voilà, je pense qu'il peut vraiment évoluer en se transformant en meneur, et c'est là où il m'a surpris. Par contre, il y a de vraies limites à apporter, où on voit qu'un mec comme Davion Mitchell, en finale, l'a complètement éteint. Alors Davion Mitchell, c'est un défenseur d'élite, on en a parlé la semaine dernière, mais attention, c'est pas parce qu'il brille en Summer League qu'il brillera forcément en NBA tout le temps. C'est quelqu'un qui a très confiance en lui, qui peut balancer de gros shoots, mais qui a quand même encore beaucoup de travail, et ça reste un super coup pour les Celtics, concernant un rookie qui a été drafté au second tour. J'ai besoin, moi, pour qu'il monte l'année prochaine, qu'il soit un peu plus patient, un peu moins foufou, qui confirme ses progrès dans le playmaking, qu'il soit plus à la recherche du bon shoot que du shoot dès qu'il a la balle, presque, parce que l'an dernier, il était vraiment toujours à fond, hein, c'est pour ça que je le mets au tir fort, ou voilà, peut-être qu'il mettait ses gros shoots là, mais ses shoots n'étaient pas toujours réfléchis. Donc moi j'attends qu'il arrive, ben, il l'a montré ça en Summer League, il faudra le faire en NBA, mais qu'il arrive à changer de rythme, à attendre l'écran, à passer derrière, à dégainer ensuite rapidement, pourquoi pas, mais prendre vraiment ce bon shoot, plutôt que d'envoyer 3 dribbles dans tous les sens et de balancer un tir très vite, hors rythme et hors tempo. Donc tout ce qu'il a montré en Summer League, c'est prometteur. On va voir comment il va être utilisé dans les rotations de Ime Udoka. Surtout si Schroeder est utilisé en tant que 6ème homme. On en parle de plus en plus avec un Marcus Smart qui serait utilisé au poste 1. Qu'est-ce qui restera comme temps de jeu pour Pritchard? C'est ma grosse interrogation pour l'année prochaine. Ce serait quand même dommage qu'il n'ait pas du tout de temps de jeu, qu'il soit complètement oublié au bout du banc. Il a un vrai talent, et ce qu'il a montré dans cette Ligue d'été montre qu'il doit avoir sa chance. J'espère qu'il aura sa vingtaine de minutes, et s'il est dans la rotation, j'ai confiance en son culot, en sa confiance en lui, pour rester au tir fort, parce que jusque-là, moi je trouve que c'est quand même un joueur assez méritant. On enchaîne avec le joueur d'Enix, Immanuel Quickley, que je mets au tier 3. Quickley a fait un super début de saison. Il a surpris lui aussi beaucoup de monde par son talent offensif et son culot. Il est capable de planter des shoots sur la tête de tout le monde, de n'importe où sur son demi-terrain. Donc tout ça c'est assez fou. Et il balance des step back qui sont pleins de toupets, si on peut dire. Malheureusement, il a un peu ralenti après sa blessure, puis il a eu des playoffs un peu compliqués, où Thibodeau l'a fait de moins en moins jouer, et une adresse au shoot qui n'était pas au rendez-vous, parce que les défenses se sont resserrées, et là, Quickley a montré ses limites, hein, de toute façon, parce que forcément, c'est normal qu'en tant que rookie, il ait des limites, mais c'est pas grave tout ça, parce que globalement, sur sa saison rookie, il reste une vraie satisfaction pour les Knicks. Maintenant, attention aussi, parce que comme je disais, et ça s'est vu en playoff, malgré sa capacité à rentrer de très gros shoots qui nous donne envie d'être très hypé pour Quickley, il a de vraies failles. Par exemple, il va que très rarement au contact, et il compte beaucoup trop sur son flotteur, sur lequel il est régulièrement en réussite, mais son flotteur peut être un peu hasardeux des fois, et moi je préfère largement les mecs qui vont aller chercher des paniers faciles, très près, provoquer des fautes et aller au lancer franc, plutôt que des mecs qui balancent constamment des flotteurs. Et là, pour moi, ça c'est une des premières failles qui peut un peu travailler Quickley. En fait, tout ça, je trouve que le fait de compter autant sur son flotteur et sur ses pull-ups, ça fait qu'il a des pourcentages qui peuvent questionner, et qui peut avoir aussi une grosse irrégularité. Donc pour l'instant, c'est quasiment seulement un scoreur, hein. On va pas... J'ai l'impression d'être sévère quand je dis ça, et j'ai pas envie d'être sévère avec tous ces rookies, enfin tous ces sophomores maintenant. Mais pour l'instant, il a surtout montré en tout cas des qualités au scoring, mais attention, un scoreur qui peut prendre des coups de chaud incroyables, et en janvier et février, j'ai trouvé Quickley, il était fabuleux. Il a sauvé quelques situations mal barrées pour les Knicks la saison passée, qui connaissaient quelques trous noirs offensifs. Heureusement que Quickley a pris ses responsabilités et a mis des gros shoots. Je pense qu'il les a bien aidés, hein, dans le parcours pour accéder à la place numéro 4 de la conférence Est. Maintenant, ben voilà, de l'autre côté du terrain, c'est un peu plus embêtant. Il défend peu, il a trop de limites physiques, et dans le playmaking, il a aussi des choses à travailler. Pour l'instant, c'est clairement pas un meneur. Je parlais de Tyrese Maxey tout à l'heure, qui était avec lui à Kentucky, et je trouve que les deux joueurs ont pas mal de similitudes, hein, dans leur jeu. Mais Quickley, peut-être qu'il a encore plus de talent offensif qu'un Maxey. Sur la saison, il arrivait en 19 minutes de temps de jeu, il tournait à 11 points par match. Donc ça montre qu'il peut avoir un gros impact offensif en très peu de temps. Maintenant, ma grande question et ma grande interrogation que j'ai le concernant, c'est est-ce qu'il est capable de faire beaucoup plus? Il a un côté feu follet qui pourra faire du bien, il pourra toujours débloquer des situations, mais il a aussi les vraies failles que j'ai évoquées juste avant. Est-ce que maintenant,
Thibodeau le laissera dans la rotation s'il n'arrive pas à compenser ses failles. Et ça, c'est ma vraie grosse question, surtout avec l'arrivée de Kemba Walker. Il pourra toujours avoir une quinzaine de minutes de temps de jeu, hein, mais guère plus, et surtout s'il ne progresse pas davantage. Peut-être qu'on le mettra sur le terrain quand les Knicks manqueront un peu de folie offensive, quand ils auront besoin de points, et à voir s'il y aura autant de situations comme ça maintenant qu'il y a plus d'attaquants chez les Knicks, avec les arrivées de Kemba Walker et de Evan Fournier également, sachant qu'il y a Alec Burks qui est revenu aussi. Ça fait du monde hein, qui peut barrer Quickley, donc Thibodeau aime bien les défenseurs, Quickley n'en est pas un, c'est mon interrogation. Maintenant il a fait une Summer League intéressante aussi, il s'est montré au niveau, il a fait preuve de maturité. Est-ce que si New York veut vraiment jouer quelque chose l'an prochain, ils peuvent se permettre de faire énormément jouer Quickley? Est-ce qu'il aura plutôt un rôle qui ressemblera à celui qu'il a eu pendant les playoffs? J'ai peur que ce soit ça, et si c'est le cas, peut-être qu'il aura du mal à rester au tier 3, et je le vois, voilà, dans quelques mois, si on refait un point, à mon avis, il sera au tier 3 si tout se passe bien. Ça m'étonnerait pas non plus qu'il puisse potentiellement descendre au tier 4, ça se jouera entre ces deux échelons à mon avis. Alors le prochain que j'évoque, bon j'avoue, j'étais pas forcément obligé de le mettre dans les 30, mais j'avais envie, parce que je le trouve intéressant, et c'est aussi mon petit coup de cœur. Il s'agit de Paul Reed des Philadelphia 76ers. Bon, par contre, je le mets directement au tier 5, concernant sa saison rookie. Là, il n'y a pas trop de débat, parce qu'en vrai, on l'a à peine vu la saison dernière. Il n'a pas eu trop l'occasion de faire ses preuves en NBA, et il a presque fait plus parler de lui par le surnom qu'il a dit il a dit à ses coéquipiers, appelez-moi B-Ball Paul. Et ça avait beaucoup fait rire Dwight Howard, et ça avait fait un petit buzz dans les réseaux qui m'avait fait marrer. En tout cas, ouais, donc forcément sur ce qu'il a montré en NBA, je peux pas le mettre plus haut que le tier 5. Par contre, si je veux parler de lui aujourd'hui, c'est que mine de rien, c'était le MVP de la bulle de G-League l'an dernier. Il a tourné à 22 points et 12 rebonds, et je l'ai trouvé encore excellent en Summer League, très dominant, avec un match à plus de 20 points et 20 rebonds. C'est très rare hein, en Ligue d'été pour un intérieur de briller comme ça, de faire des matchs à 20 points et 20 rebonds. Je crois que c'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire de la Summer League de Vegas, qu'un mec tourne avec de telles stats, surtout dans un style de jeu où les arrières sont vraiment mis à l'honneur. Paul Reed a été ultra dominant, et donc c'est pour ça qu'il a été élu en seconde team de cette ligue d'été. C'est un gars, si on dresse un peu son profil, qui joue entre les postes 4 et 5, moi je le vois plus au poste 5, qui est super athlétique, qui peut vraiment jouer au-dessus du cercle, qui saute haut et qui a une grande envergure. Et en fait ce qu'il aide, c'est qu'il a d'énormes instincts de rebondeur. Alors après aussi, il a une mécanique vraiment chelou au tir, mais il arrive à être plutôt régulier, notamment dans le corner, et à stretch un petit peu, même s'il est très lent pour shooter, et ça peut peut-être lui faire du tort en NBA, et quoi qu'il arrive, il a de vrais défauts aussi. Il a ce côté un petit peu maladroit, il manque de fondamentaux, et ouais, il peut échapper la balle un peu facilement et faire de vraies erreurs. Après, il y a toujours ce côté entre deux postes hein, qui me déplaît un peu, et qui me convainc pas toujours. Il fait 2m06, donc c'est peut-être un poil trop petit pour jouer pivot, mais peut-être pas assez mobile pour jouer poste 4, parce qu'il est aussi un peu lent et il manque de fondamentaux. C'est un mec qui joue énormément à l'instant, en fait, Paul Reed. Tout ça, ça marche en G-League, ça marche en Summer League, mais en NBA, est-ce que jouer autant à l'instinct, ça suffira ? Je sais pas, mais en tout cas j'ai de vraies questions, et j'aimerais bien voir ça. En fait, si je fais le bilan et que je regarde les postes 5 à Philadelphie, je me dis qu'en fonction de l'équipe adverse, je suis pas sûr que Drummond joue à tous les matchs. Pourquoi ne pas l'imaginer être en DNP, comme c'était le cas parfois aux Lakers, quand il y a besoin de défense? Et s'il y a vraiment besoin de défense, Drummond, je trouve que c'est pas l'homme de la situation, tellement il peut manquer de QI basket d'un point de vue défensif, notamment sur pick and roll. Et donc j'aimerais que Doc Rivers, quand il y a besoin de protection du cercle, et de protéger un petit peu la peinture, et d'empêcher les gars d'aller driver, il donne sa chance à Paul Reed. Et là, peut-être qu'il peut montrer de belles choses. Il peut alterner, entre ce rôle de deuxième et de troisième pivot en fonction des adversaires et des match-ups. Donc voilà, après je pense qu'il faudra vraiment qu'il bosse les fondamentaux. Travailler à l'entraînement avec Joel Embiid, ça lui fera potentiellement du bien. Et quoi qu'il en soit, moi je veux retenir ses énormes qualités physiques qui peuvent lui permettre d'exploser quand il a la balle et quand il a des opportunités en un tout petit temps de jeu. Donc ce sera difficile, hein, je sais même pas s'il restera au tier 5 dans quelques mois, je sais même pas s'il aura du temps de jeu l'année prochaine, mais si Doc lui fait confiance et qu'il a un peu de temps de jeu, je pense que ça peut être un des objectifs pour Paul Reed de rester au tier 5, vu cette explosivité et ses qualités qu'il peut avoir. Maintenant, je vais parler d'un autre joueur qui est finalement, d'un certain côté, il est un peu dans le même cas que Paul Reed. Il s'agit de Jalen Smith des Phoenix Suns, forcément que je mets lui aussi au tier 5 sur sa saison rookie, parce qu'on l'a quasiment pas vu sur sa saison. Il a fait 27 matchs et il a eu moins de 6 minutes de temps de jeu moyen à Phoenix.
Et bon, après, pas de chance, hein, il a enchaîné les convenus pendant toute sa campagne rookie, il a été blessé à la cheville, il a chopé le Covid, donc tout ça, ça n'aide pas. Mais si je l'ai mis dans les 30, c'est que j'ai trouvé ça intéressant de parler de lui, parce qu'il a de vraies qualités au poste 4 et au poste 5. Et ça s'est vraiment vu à Vegas, dans la mesure où il a été élu dans la First Team de la Summer League. C'était le meilleur rebondeur de la compétition avec plus de 12 prises, et en fait, il m'a épaté par son énorme envergure, et ses très très bons instincts, malgré son manque d'épaisseur. Ça, c'est peut-être un petit peu son problème à Jalen Smith, parce qu'il a des jambes assez fines et il peut quand même facilement se faire bouger, que ce soit en attaque, que ce soit en défense. Mais ce que j'aime bien, c'est que peut-être que cette finesse dans les jambes lui permet de rester rapide et mobile. Je l'ai vu prendre des rebonds et commencer à partir directement en transition en posant 2-3 dribbles, et je trouve que c'est plutôt cool. Maintenant, sur jeu placé, j'avoue qu'il est encore brut, il est plutôt raw, sa panoplie offensive est assez limitée, et son manque de physique, ça se ressent bien au contact, hein, je le répète, des deux côtés du terrain. Maintenant, il peut quand même faire d'autres choses, comme s'écarter et attendre dans le corner pour stretch et pour shooter et dégainer. C'est déjà ça, franchement, c'est important. Et quand je vois contre les Nuggets en Summer League, il est capable de lâcher un 4 sur 7 à 3 points, ça montre qu'il a des qualités et il peut avoir ce petit rôle en attaque et de dynamiteur. En défense, de toute façon, c'est un peu pareil. Il sera pas assez physique pour stopper des gros monstres, mais il mettra de l'énergie, il mettra de la volonté, il mettra ses qualités athlétiques et son envergure au service de l'équipe, et ça compensera peut-être ce manque de ses mauvais placements parfois, son manque de fondamentaux. Après, moi, si je l'ai mis là aussi, c'est que je pense qu'il peut progresser et faire une bonne saison, parce que tous ses coéquipiers ont dit de lui sans arrêt qu'il était un méga bosseur. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que dans des meilleures conditions, avec moins de blessures, sans le virus, il pourra progresser sur ses points faibles. Maintenant, c'est sûr que la signature de Javal McGee va lui bloquer un petit peu la place au poste 5, et Javal McGee, je le trouve très bien en plus en backup de DeAndre Ayton. Par contre, il faut pas oublier que Saric s'est blessé et il ne va peut-être pas jouer de la saison parce qu'il s'est fait les croisés. Et là, je me dis que Jalen Smith peut avoir une carte à jouer au poste 4. Donc à voir, hein, il y aura du monde aussi aux Suns au poste 4, mais il a un profil qui peut faire du bien, parce que des qualités athlétiques, et un mec qui court, qui dynamite le truc et qui peut mettre des shoots de loin, c'est bien, et ça peut faire du bien à cette équipe des Suns. Rien qu'avec son énergie, sa combativité, peut-être qu'il pourra choper quelques minutes, avec ses vrais instincts au rebond, peut-être qu'il pourra, s'il les confirme, avoir encore plus de temps de jeu, et si c'est le cas, je l'imagine peut-être pas viser un tir fort dans quelques mois, mais il aura sa place parmi les 30 meilleurs sophomores de la saison prochaine. Il y a peut-être moyen, s'il confirme en tout cas tout le potentiel qu'il a montré en Summer League. On parlait de mecs qui avaient des vrais instincts au rebond avec Jalen Smith, avec Isaiah Stewart, on a un super client. Moi, c'était tout simplement le meilleur rebondeur parmi les rookies de la saison dernière, et qui est une star notamment au rebond offensif. Si on regarde les stats, je me suis amusé à regarder ça. Par exemple, il en prend plus que Embiid ou plus que Vucevic, qui sont pourtant bons dans le domaine des rebonds offensifs. Ça montre à quel point Stewart, dans ce domaine-là, il est déjà trop fort. Le gars, il a un buste, il est 3 fois large comme la taille de mon studio, et on le surnomme Beef Stew, et je trouve que c'est super approprié. Ça me fait bien marrer. Il a vraiment le physique, la largeur et les épaules d'un big man de ouf, même s'il mesure que 2,03 m. Mais peu importe, lui, je trouve que malgré sa petite taille, avec son côté bestial, il arrive très bien à protéger le cercle, parce que c'est un vrai intimidateur qui saute dans le timing et qui a une vraie défense au sol aussi, parce qu'il est très long à contourner, très dur à contourner, et avec son hustle, il fait beaucoup de choses. Ça reste un défenseur qui est très solide, et en attaque, en fait, il me plaît beaucoup. J'adore, en fait, ces pivots assez gros, assez épais, très lourds, et qui ont un vrai skill set, parce que Stewart, il a de très bons moves au poste, de vrais appuis, et son côté super lourd fait qu'il peut faire reculer quasiment n'importe qui, jouer le bully ball et punir son défenseur. Donc vraiment, Stewart fait partie des joueurs qui me touchent personnellement, même si c'est pas très objectif et que je vais pas juger là-dessus, il fait partie des joueurs que j'apprécie. En plus de ça, il shoot un petit peu de loin, c'est bien, il peut stretch un peu. Maintenant voilà, je peux pas trop le mettre plus haut que le tier 3, même si je l'aime beaucoup, parce que ses débuts ont été difficiles l'an dernier avec les Pistons, avec un temps de jeu qui était aléatoire et un impact qui était très irrégulier. Après, quand Casey lui a fait confiance, quand il l'a mis titulaire, notamment sur la deuxième partie de la saison, il a brillé, il a été bon, et il a montré ce côté guerrier que j'adore et que j'ai trouvé très attachant. Maintenant aussi, il a des vraies failles, hein. Avec le poids qu'il fait et le physique qu'il a, ça reste un gars très lourd, qui est pas ultra mobile, et si tu veux jouer vite, attends-toi à ce que Stewart arrive à la bourre, même s'il donnera tout pour essayer de rattraper, et qu'il économisera pas ses efforts, tu peux pas imaginer que ce sera lui qui arrivera le premier en contre-attaque. Maintenant, ce que j'aime aussi, et ce que j'ai vu, c'est qu'il a montré de vrais progrès sur pick and roll en fin de saison, et j'espère
que cette saison, justement, il va pouvoir s'imposer en tant que vrai titulaire sous le maillot de Détroit. Et j'espère justement que Casey ne préférera pas mettre Olynyk dans le 5. En fait, je suis presque un peu déçu de l'arrivée d'Olynyk à Détroit, parce que j'espérais que Stewart pourrait briller en tant que titulaire, et je sais pas comment encore sera établie la hiérarchie entre les deux. Parce que Stewart, vraiment, plus il aura du temps de jeu, et plus il se développera, et je veux le voir jouer le pick and roll avec des créateurs et des playmakers que sont Killian Hayes et Kate Cunningham. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera des situations qui arriveront, et je pense que s'il arrive à avoir ce spot de titulaire, il peut faire partie de ceux qui peuvent exploser vu toutes les qualités qu'il peut avoir, malgré son manque de taille. S'il reste au tier 3, déjà ça montre qu'il fera une bonne saison sophomore, mais allez, j'aimerais bien, dans quelques mois, me dire que Isaiah Stewart a été tellement fort au rebond et sur ses petits moves au poste que je le mets au tier 2, au tier 2. Le suivant dont on parle, c'est Jason Tate, que je mets au tier 2. Donc très 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 haut, Jason Tate. Bon, ça peut être discutable, hein, mais je trouve que son histoire est magnifique, c'est peut-être l'une des plus belles histoires parmi les rookies de l'an dernier. Lui, c'est un mec qui s'était présenté à la draft en 2018, qui n'a pas été drafté, qui a joué en Belgique, puis en Australie, et qui est revenu à 25 ans en NBA, et qui s'est retrouvé peu à peu starter à Houston pour se mettre à scorer 11 points par match, et surtout, en fait, là où il m'a épaté, c'est qu'il a été capable de défendre à tous les postes. Donc, en fait, si on regarde que les stats, on le voit pas, mais Jason Tate, c'est un mec qui se bat et qui défend très bien. Donc, bien sûr, il n'aurait pas eu les mêmes responsabilités, il n'aurait pas été titulaire chez un contender, il aurait pas explosé pareil. Mais quand même, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu généreux de le mettre au tier 2, vu le contexte de Houston. Mais quand même, je voulais valoriser un petit peu tout ce qu'il a fait et toutes ses qualités qu'il a montrées. Parce que, en fait, surtout ce que j'ai aimé chez lui, c'est que toutes les opportunités qu'on lui a données, il a su les saisir. Et je pense qu'il s'est vraiment fait une place en NBA pour quelques années. Il a montré qu'il avait le niveau, il a montré qu'il était très très complet, il a même montré qu'il pouvait être un facilitateur, qu'il pouvait faire quelques bonnes passes, qu'il était un joueur partageur, qu'il n'était pas juste là pour se montrer et faire des stats dans une équipe de bas de tableau. Donc c'est très appréciable pour un joueur comme un rookie comme l'était Jason Tate. Moi je pense qu'il lui manque surtout de l'adresse de loin. Je sais pas s'il progressera encore beaucoup maintenant, pour être honnête. Peut-être qu'il a déjà atteint son plafond, ou pas loin, et même s'il continue à avoir un gros rôle à Houston au poste 3, c'est pas sûr que ça gagne beaucoup de matchs. Peut-être qu'il sera encore titulaire, hein, mais dans une autre équipe que Houston, ce serait probablement pas plus qu'un joueur de rotation. Et je pense qu'il peut se faire sa place pendant longtemps en NBA en tant que joueur de rotation, mais peut-être que ses stats sont un peu gonflés, et peut-être même beaucoup gonflés par le fait qu'il joue dans une équipe comme Houston. Voilà, donc comme je disais, moi, un sophomore, j'attends de lui qu'il ait un vrai impact dans la win, je suis pas sûr que ça arrive, il aura peut-être un peu moins de responsabilité aussi, parce que Jalen Green et Kevin Porter Jr. vont avoir de plus en plus de ballons, c'est ce que j'attends d'eux, et donc voilà, je pense qu'il sera toujours intéressant, mais à mon avis, si on refait un point dans quelques mois, il aura baissé dans les tiers, parce que je suis pas sûr qu'il progresse au même rythme que tous les autres sophomores qu'on a mis dans ce tableau. Jason Tate, je tenais à le mettre au tier 2 pour sa belle saison rookie, mais je suis pas sûr qu'on pourra continuer à le mettre ici dans quelques mois en tout cas. Le prochain qu'on évoque, c'est Xavier Tillman des Grizzlies, que je place au tier 4, ici, là, à côté de Peyton Pritchard. Comment commencer? Allez, il y a deux choses que j'aime bien chez Tillman. Déjà, et la première chose en fait qui me marque, c'est son intelligence défensive. Ça, c'est la première chose que j'aime beaucoup chez Xavier Tillman. Et la deuxième chose, c'est son intelligence en attaque, notamment sur pick and roll. Bon, en gros, vous l'avez compris, c'est un joueur qui joue beaucoup avec son cerveau. Et pour un intérieur, de toute façon, avoir du QI basket en défense et avoir du QI basket sur un pick and roll, c'est déjà très bien. En fait, il a 22 ans, donc c'est âgé pour un futur sophomore, mais il joue déjà, je trouve, comme un vétéran. En plus de ça, il a aussi de vraies qualités au rebond. Et en Summer League, il m'a étonné. Il a fait beaucoup de choses, il s'est mis à mettre quelques triples, il a montré qu'il pouvait voir le jeu, et en fait, on parlait de Tate qui était un facilitateur qui pouvait faire de bonnes passes, Tillman il m'a fait halluciner. Alors c'est vrai qu'il a fait que 2 matchs en Summer League et que l'échantillon est très faible, mais il a tourné à 7 passes par match pour un mec qui va jouer poste 4 ou poste 5, c'est complètement fou. En fait, c'est un vrai point forward qui se met au poste et qui arrive très bien à lire le jeu, à anticiper beaucoup de choses. On a l'impression, je disais qu'il joue beaucoup avec son cerveau et ça se voit justement quand il a la balle en tête de raquette parce qu'il connaît les systèmes. Il anticipe les prises à deux, il donne la balle quand il faut et il a ce côté où il arrive à s'inclure vraiment dans le flow des systèmes. Il fait des bons main à main, en fait, c'est pas décisif, elles sont beaucoup faites sur des coupes où il arrive à se positionner, donner ça en main à main. Tillman, grosse surprise de voir à quel point il pouvait être un joueur collectif, facilitateur, qui cherche tout le temps ses coéquipiers, qui voit tout le temps les cutters, et qui peut très bien ressortir à 3 points. Il s'est vraiment comporté en leader de cette équipe des Grizzlies en Summer League, avec Desmond Bane, enfin quand Tillman était là, avec un Tilly aussi qui a été bon. Je vais pas en parler aujourd'hui, Killian Tilly, mais c'est peut-être l'occasion. Je trouve que c'était le trio des Grizzlies qui les a aidés à performer dans cette Summer League, Bane, Tillman et Tilly. Et en tout cas, Tillman,
quasiment tout le temps donner cette impression d'être le joueur le plus intelligent sur le terrain, et ça j'aime beaucoup. Je le répète souvent aussi, à mon sens, il y a toujours de la place pour les joueurs intelligents en NBA. Alors bien sûr que quand la saison NBA va arriver et que ce sera plus de la Summer League, il aura bien moins la balle en main et bien moins l'occasion de faire des passes comme il l'a fait. Mais quand même, ce sens du jeu en attaque et en défense, ça mérite d'être valorisé. Et avec le remplacement de Valanciunas par Steven Adams, il peut avoir un petit peu de temps de jeu au poste 5 malgré son manque de taille. Alors ok, il mesure 2,03 m, mais on l'a vu depuis tout à l'heure, il y a de plus en plus de pivots de petite taille. Donc je pense pas qu'il soit flashy vraiment dans les stats, mais à mon avis, avec son cerveau, il peut être utile dans tout plein de domaines de l'ombre, et j'aimerais bien que cette saison, il joue davantage que ses 18 minutes de l'an dernier. Si c'est le cas, s'il a un petit peu de temps de jeu, avec l'utilité qu'il aura dans de potentielles victoires, je pense qu'il peut viser, là je l'ai mis au tir fort, je pense qu'il peut viser un tier 3 dans quelques mois si Taylor Jenkins veut bien le faire jouer. Allez, le suivant, c'est encore un New-Yorkais. Et là, il s'agit de Obi Toppin qui, après sa saison rookie, était très inquiétant. Et pour moi, là, il n'y a pas de doute, c'est un tier 5. J'attends les arguments de ceux qui le voient plus haut, mais pour moi, après sa saison rookie, tu peux pas le mettre ailleurs. Surtout qu'en plus de ça, il a déjà 23 ans, et ce qu'il a montré, c'était vraiment pas top. Il avait de gros soucis défensifs. En attaque, souvent, il semblait complètement perdu, et il semblait en plus de ça avoir... Il y a pas mal de gens qui le voyaient au poste 5, et en attaque... Il n'a pas du tout un profil que j'imagine s'associer avec Julius Randle. Et ça limite beaucoup de choses quand tu joues les Knicks, parce que Randle a déjà pas mal de temps de jeu. Sa saison rookie, je le répète, elle a été très décevante et inquiétante, car souvent, les joueurs qui ont été draftés après leurs 22 ans, s'ils performent pas tout de suite, ils ont du mal ensuite à percer après. Il y a peu d'exemples de joueurs draftés si tard qui se développent longtemps après, à 25 ou 26 ans. Allez, il y a un Buddy Hield qui avait été drafté à 22 ans aussi, qui avait fait une saison rookie qui était pas top, mais c'était déjà meilleur que ce qu'a montré Toppin. Et Hield, c'est vraiment l'exception. Et voilà, je le répète, même dans sa première saison, il était bien au-dessus que... Bon, c'est pas un bon exemple, parce qu'il était bien au-dessus de ce qu'a montré Toppin. Donc... Pourquoi quand même je parle de Obi Toppin malgré cette saison super décevante? Tout simplement parce qu'il était énorme en Summer League. Il avait l'air super en confiance, il avait l'air super à l'aise, j'ai eu l'impression de découvrir un autre joueur. Il a tourné à 21 points et 8 rebonds de moyenne en balançant des gros triples, moi il m'a fait halluciner, et surtout il a montré de nouvelles choses parce qu'il n'était pas du tout utilisé comme ça au Knicks la saison passée, sur pick and roll et sur pick and pop. Tibbs faisait pas ça du tout, en Summer League ça a été fait et c'est comme ça qu'il a performé. Avec les Knicks, je pense que ça l'a mis en difficulté. Il a été obligé de créer beaucoup de choses pour lui, et ça, il n'en est pas en capacité, du moins pas encore en tout cas. Par contre, on a vu dans cette Summer League, même si l'adversité n'était bien sûr pas la même, que quand tu le mettais dans de bonnes conditions, il avait envie de tout donner et ça avait un gros impact sur tout son jeu. Je le sentais plus motivé, je le voyais courir dans tous les sens en transition. Il me semble, j'ai vu passer cette stat, que c'était un des joueurs qui mettait le plus de points en transition de toute la Summer League à Vegas. Donc tout ça, c'est impressionnant de voir ce joueur comme ça qui se transcende alors qu'il a rien du tout montré pendant sa saison rookie. Après, bien sûr, il a toujours les mêmes failles défensives, mais le fait de découvrir un nouveau joueur offensif, ça m'a fait plaisir. Donc peut-être que ça va donner quelques indices à Thibodeau sur comment on peut utiliser Toppin pour tirer le maximum de ses qualités en attaque, et je pense toujours qu'il peut avoir un rôle en NBA, sûrement en sortie de banc, grâce à ce potentiel offensif. Sur jeu placé, l'utiliser sur des écrans pick and pop, pick and roll, vu qu'il met de plus en plus de 3 points, pick and pop c'est cool, et sur jeu plus rapide, avec son côté rim runner. Moi je veux juste pas qu'il soit envoyé en ISO et qu'on lui demande de créer seul, et qu'on l'utilise comme un Randle. C'est pas tout à fait le même type de joueur, je les vois pas compatibles, mais c'est pas deux joueurs qui peuvent être utilisés de la même façon. Si tu mets Toppin dans les mêmes systèmes que Randle, tu le mets en difficulté. Donc quand j'imagine la saison prochaine, je me dis de toute façon que ce sera difficile de faire pire. Donc être dans les 30 et être au tier 5, ça montrera déjà de vrais progrès, s'il arrive à faire quelque chose de bien. Maintenant, si Thibodeau arrive à tirer le meilleur de lui-même et à créer d'autres systèmes pour Obi Toppin que ceux qu'il a d'habitude pour Randle, pourquoi ne pas l'imaginer plus haut et le voir au tir fort? Ce serait dommage vu tout ce qu'on attendait de Toppin qui montre pas de meilleures choses, en tout cas dans les mois à venir. Et le prochain que nous allons faire, c'est Devin Vassell des San Antonio Spurs, que je mets au tier 5 lui aussi. J'en mets beaucoup au tier 5 en cette fin de live, mais c'est aussi le jeu. Alors, comme d'autres que j'ai mis au tier 5, Vassell a pas eu énormément de temps de jeu l'an dernier, mais ce que j'ai vu, j'ai bien aimé. Puis il en a eu plus, par exemple, que des mecs comme Paul Reed ou que Jalen Smith. C'est un mec polyvalent en attaque, qui défend dur
et ça me plaît, et surtout qu'il peut switcher sur pas mal de postes. J'ai lu en plus de ça qu'il avait énormément bossé sur son physique cet été, et ça c'est intéressant, et je trouve que ça s'est même vu en Summer League, où il a montré de bonnes choses. Alors clairement, il a toujours des soucis dans sa sélection de tir, par contre il a montré que quand il avait un peu plus la balle, que tu lui demandais de créer un peu plus, il pouvait prendre ses responsabilités. Il a fait un match, c'est son meilleur de la Summer League, à 27 points par exemple, donc ça montre qu'il peut scorer. Il a dévoilé qu'il pouvait avoir de vraies qualités en ISO, qu'il peut créer pour lui, et que c'est pas juste un facilitateur polyvalent qui fera un peu tout, il peut aussi penser à lui et briller, je pense, Devin Vassell. Il a même montré qu'il pouvait mettre quelques triples. Donc je pense que chez ces Spurs qui sont en reconstruction, il mérite de jouer plus pour sa deuxième saison. Maintenant, est-ce que ça va être possible? Je sais pas. Il y a du monde au poste 2 et 3 quand même à San Antonio. Il y a quoi? Il y a Derrick White, il y a Lonnie Walker, ça c'est des postes 2 plutôt, il y a Keldon Johnson et Doug McDermott au poste 3, il y a Josh Primo aussi, bon qui est rookie, j'espère que Vassell passera devant, mais on sait jamais, parce que Josh Primo peut être prometteur. Ça va être dur de faire sa place, Devin Vassell, mais il y a du talent, il y a du vrai potentiel, il est capable de faire tout plein de choses, et je trouve qu'il a de quoi progresser. Donc si je l'ai mis dans les 30, c'est parce que je trouvais que c'était intéressant de parler de lui. Il a une vraie maturité, je pense. Et ça peut l'aider aussi à convaincre Popovic. Si Pop est convaincu, qu'il lui donne un peu de temps de jeu, il restera au moins dans ce tier 5. Et s'il arrive à avoir de vraies responsabilités, je pense qu'il peut faire partie de ces joueurs des Spurs qui, comme Keldon Johnson, comme Dejounte Murray, comme Lonnie Walker aussi, comme Derrick White, n'étaient pas forcément attendus hyper haut juste après leur saison rookie et qui ont réussi à performer avec beaucoup plus d'expérience dans les systèmes des Spurs. Donc Vassell, allez, l'imaginer au tir fort dans quelques mois, je trouverais pas ça ouf. J'aimerais bien qu'il monte un peu. Le prochain dont je parle ce soir, j'en ai déjà beaucoup parlé dans ma vidéo sur les Bulls qui est sorti samedi, c'est Patrick Williams, donc qui joue à Chicago, et qui lui, sur sa saison rookie, je le mets au tier 3, et je me trouve un peu sévère parce que je l'ai vraiment aimé. Mais je le mets quand même au tier 3 parce qu'il y a des choses qui me permettent pas de le mettre plus haut, a priori. Sur sa saison rookie d'ailleurs, il faut le souligner, il a surtout brillé par sa défense, il a vraiment été énorme de chez énorme de ce côté-là. J'ai trouvé très agressif, il a fait beaucoup d'interceptions, il a une très bonne envergure et surtout il a des mains géantes. On dit qu'il a les mêmes mains que Kawhi et c'est vrai qu'il y a de ça. J'adore sa capacité en fait même à aller en close-out et mettre des contres sur les shooters. Il revient très fort, il revient très vite, il revient très dur et il a ce côté hustler qui plaît forcément. Et rien que ça, à mon avis, ces qualités-là, ça lui garantit un spot de starter à Chicago. Par contre, c'est vrai que la saison dernière, il n'a pas trop été utilisé en attaque. On lui demandait surtout d'attendre dans le corner pour shooter ou surtout proposer un cut et essayer d'attirer la défense pendant que d'autres allaient marquer. Donc son rôle offensivement jusque-là était très secondaire. Et il a réussi, mine de rien, dans ce rôle-là, à être plutôt efficace en scorant ses 9 points par match. Mais en vrai, il peut faire tellement plus, je trouve. Il a un vrai potentiel. Il a que 19 ans et il a tous les outils pour faire beaucoup plus. Et moi, il fait partie des joueurs de cette QV auxquels je crois le plus. Surtout que cette saison, avec le recrutement de DeRozan, il va être utilisé à son vrai poste, son poste naturel, le poste 4. Donc oui, offensivement, à Chicago, il restera quand même la 5e option offensive. Mais il pourra profiter quand même de la gravité que provoqueront tous ces joueurs, que provoqueront des Zach LaVine, des Vucevic, des DeRozan et des Lonzo Ball, pour s'offrir des espaces, s'offrir des points sur des bons cuts qui seront faits dans le bon timing et qui seront faits de façon intelligente. Et là-dessus, j'attends un petit peu Patrick Williams pour la saison à venir. Ce que j'ai aimé également, et ça s'est beaucoup vu en Summer League, il a énormément travaillé, ça il l'a dit beaucoup, et il a bien développé son jeu au poste. Il peut de plus en plus créer pour lui, il a un petit turnaround jumper qui lui permet justement de s'en sortir de haut panier, et tout ça c'est bien. Il a semblé avoir fait de gros progrès au shoot qui lui seront forcément utiles aussi. Il était à 43% pendant la Summer League, donc ça c'est assez cool. Et tout ça me hype, concernant le futur de Patrick Williams. Il doit, je pense, encore travailler son handle, qui est encore un peu loose peut-être, un peu limite, pour devenir un vrai créateur pour lui, mais tout le reste, c'est quand même hyper hypant pour la suite. Je le répète depuis le début de ce live, j'aime pas du tout les comparaisons, mais lui est sans arrêt comparé à Kawhi Leonard, notamment à cause de ses mains, je disais tout à l'heure, et je peux comprendre, parce que c'est un gros défenseur qui peut créer pour lui, surtout qu'en fait, si les comparaisons se font, c'est que Patrick Williams les entretient lui-même en disant que Kawhi Leonard c'est son modèle, et c'est le joueur sur lequel il essaye de plus calquer son jeu. Donc ouais, chouette joueur que j'attends bien haut. À son âge, il peut aller très haut, il me hype énormément, je pense qu'il va beaucoup se développer, son jeu offensif. Il y a encore du taf à faire, mais vu les progrès, vu la vitesse à laquelle il les fait, ses progrès, je pense qu'il peut y arriver.
J'espère qu'il va arriver à tirer son épingle du jeu quand même avec tous ces joueurs talentueux offensivement à Chicago. Mais s'il y arrive, il peut clairement viser un tier 2 dès l'an prochain avec un peu plus de responsabilité, un peu plus de confiance en lui et un peu plus de skills. Et peut-être même pourquoi pas un tier 1 d'ici quelques années. Je le vois pas de tier 1 l'an prochain, mais pourquoi pas essayer, comme je disais, d'un Lonzo Ball ou d'un Anthony Edwards en début de live, essayer de s'approcher au fur et à mesure du niveau All-Star. Pour moi, plus qu'Haliburton, Patrick Williams, c'est celui qui présente le plus de potentiel, à part Ball et Edwards, pour devenir All-Star un jour. Allez, le dernier pour aujourd'hui, James Wiseman des Warriors, que je mets à côté de Patrick Williams, à l'échelon numéro 3. En vrai, je trouve que la situation de Wiseman est assez compliquée. Sa saison à la fac, déjà, à Memphis, s'est arrêtée de manière anticipée à cause du règlement NCAA et d'une suspension. L'an dernier, il s'est blessé vite, il a joué seulement 39 matchs. Et pourtant, il a montré de vraies qualités. Il peut protéger le cercle, il peut être un rim runner qui court d'un panier à l'autre, il peut conclure près de l'arceau, il peut être assez aérien, il peut attraper des balles, des passes lobées, et il peut même s'écarter un peu et balancer quelques 3 points. Et là, si on s'arrête à ça, on se dit que ce mec-là, il a toutes les qualités d'un pivot moderne. Et pourtant, je ne le mets qu'au tier 3. Bon, déjà, si je le mets au tier 3, c'est pour toutes ses qualités. Parce qu'il y a plein d'autres raisons qui font que je vais pas le mettre plus haut, et c'est ce que je vais évoquer, malgré tout ce skill set qui est assez unique en vrai chez un jeune pivot comme les James Wiseman. Mais en fait, il y a un truc qui me dérange profondément, c'est que je trouve que jusque-là, il manque d'expérience du jeu, j'ai l'impression, et de QI basket. Ses choix sont pas souvent les bons, il saute un peu tout le temps en défense, monter sur ressort en mode trampoline, tu fais une feinte, il s'envole, et souvent en attaque, mine de rien, même si ça paraît sévère pour un jeune joueur comme lui, je le trouve très mal placé. Il casse un peu le flow du jeu, il peut ralentir le tempo, et Kerr, au fur et à mesure, avant qu'il se blesse, le faisait de moins en moins jouer à cause de ça. En fait, le truc de Wiseman, c'est je pense que ce dont il a besoin, c'est de jouer et c'est de prendre de l'expérience. Il a un gros potentiel à 20 ans, au vu des qualités que je listais tout à l'heure, mais il doit avoir l'occasion de le développer, il doit avoir l'occasion de jouer, il doit avoir l'occasion de comprendre et de s'accoutumer à ce rythme du jeu en NBA. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'à Golden State, on n'a pas le temps de lui donner vraiment ces possibilités-là. À Golden State, chez les Warriors, on veut gagner un titre avant que Curry soit trop vieux et on va tout faire pour ça. Et je me demande si les Warriors correspondent vraiment au bon fit pour Wiseman. Peut-être qu'un transfert pourrait être une bonne chose, pour qu'il prenne le temps d'apprendre dans une équipe qui cherchera moins à gagner tout de suite. Donc après, sa chance quand même chez les Warriors, c'est qu'il a peu de concurrence au poste 5. Dans les postes 5 officiels, il n'y a que Kevon Looney qui peut lui prendre du temps de jeu. Maintenant, je me dis que justement, ça peut-être être le point faible des Warriors, et que pour ces raisons-là, s'ils veulent vraiment la win et du QI basket, ils vont être obligés de beaucoup jouer small ball en décalant Draymond Green au poste 5, et pourquoi pas utiliser un autoporteur junior par exemple au poste 4. Donc voilà, en plus de ça, c'est embêtant, il n'a pas pu jouer la Summer League à cause de son ménisque, il aurait pu justement s'accoutumer au jeu, s'accoutumer au rythme, donc tout ça il le fait pas, et ça va peut-être lui manquer. A priori, on pense qu'il sera prêt pour le training camp, même si ça n'a rien d'officiel, parce que sa blessure quand même était assez importante. S'il fait pas le training camp, ça peut être catastrophique pour lui. Il a besoin d'avoir sa chance. S'il manque la Summer League et s'il manque le training camp, ça va être compliqué, ça je pense. Ça va être primordial qu'il apprenne et qu'il ait des occasions. Sans ça, j'ai peur qu'au fur et à mesure de la saison, surtout si Golden State fait une bonne campagne, son temps de jeu chute et ses performances aussi. Donc voilà, il va falloir qu'il mûrisse rapidement pour pouvoir rester au tier 3. Il a le potentiel pour augmenter, mais aux Warriors, j'ai du mal à y croire. Donc s'il reste au tier 3, c'est déjà qu'il aura montré de belles choses. Et sinon, dans le cas contraire, j'ai peur qu'il baisse un peu pour la suite. Là, si on regarde, on a un tableau. Moi, j'aime bien avoir des formes pyramidales quand je fais les tiers, parce que je trouve que c'est normal que l'élite soit réservée à un petit nombre de joueurs. Et on a un tableau qui me correspond bien. Bien sûr, c'est normal qu'il y ait des disparités entre les tiers. Par exemple, on a un Haliburton qui frôle avec le tier 1, qui est au-dessus des autres dans le tier 2. On a un Cole Anthony qui est peut-être un peu plus proche de tier 3, ça j'en suis sûr et certain. Maintenant, j'ai expliqué pourquoi je les voyais à ce tier, mais il n'y a pas de blasphème si on en monte ou si on en descend certains. Et c'est un peu pareil, de toute façon, dans tous les tiers. On a un Patrick Williams, j'avoue, qui peut être un peu proche du tier 2. On a un Isaac Okoro, s'il arrive vraiment à percer offensivement, il peut monter aussi. Un Avdija, il aurait pu être dans le tier 5 aussi, vu le peu qu'il a montré. Et si je l'ai mis là, je le répète, c'est pour sa polyvalence. Mais au final, je trouve que ce tableau, enfin moi en tout cas, il me convient. Je pense qu'on aura tous des tableaux différents. Donc n'hésitez pas à me faire vos listes de tiers aussi sur la saison rookie de tous ces gars. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est que j'espère en tout cas que les choses vont vraiment évoluer. Qu'on en fera un point sur les sophomores d'ici quelques mois, après pas mal de matchs joués dans la saison à venir, qui me hype à fond.
Ok, alors, ça vous a plu cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Déjà, dans un premier temps, pour les classements que j'ai fait concernant la saison rookie de tous ces joueurs. Dites-moi dans les commentaires le nombre de différences qu'on possède, ça m'intéresse. Ensuite, dans un deuxième temps, dites-moi si vous êtes d'accord pour tout ce qui concerne leur avenir. Qui, selon vous, dans cette liste, va vraiment exploser la saison prochaine? Et qui, au contraire, sera un gros bust, va vraiment décevoir? Pareil, dites-moi tout ça dans la section com, je me ferai un plaisir d'avoir votre avis. Sinon, faut que je vous le précise, vous savez, en ce moment, c'est encore l'été et il y a tout plein d'affiliations avec moi, 3 pour être exact. Tout d'abord, il y a les t-shirts de Derby Ball que vous connaissez forcément parce que même la fille de Michael Jordan en porte. Ensuite, il y a les chaussettes de backcourt à l'effigie de vos joueurs et de vos équipes préférées qui sont vraiment solides, vraiment résistantes et vraiment confortables, elles sont faites pour la compétition. Et enfin, pareil, il y a les casquettes des copains de The Perfect Cap qui sont toujours aussi cool, toujours aussi originales et toujours aussi fun. Si vous êtes intéressé par tout ça, je vous invite à checker la description, il y aura tous les liens et le code promo pour profiter d'une vraie réduction sur tous ces sites. Et let's go, vraiment, c'est le moment, parce que pour être honnête, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer ces partenariats. Si j'ai choisi ces marques, en tout cas, sachez-le, c'est qu'elles sont vraiment quali. Croyez-moi là-dessus. En plus de ça, certaines d'elles font des soldes actuellement, donc vraiment, allez-y, vous allez faire de bonnes affaires. Mais bref, on arrête la pub là, de toute façon, je pense qu'à force, vous les connaissez, les partenaires. Alors pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires pour le référencement. Tous ceux qui le feront pas, j'envoie un mauvais sort à leur équipe pour l'année prochaine. Et faites gaffe, j'ai des pouvoirs magiques hallucinants. Ceux qui me connaissent bien le savent très bien ça. Et enfin, pour le soutien ultime, je pense que vous maîtrisez, c'est sur Tipeee que ça a lieu. C'est d'une vraie grande aide pour la chaîne YouTube, donc allez-y si vous voulez faire un don, c'est là-bas. Merci d'ailleurs à tous ceux qui le font déjà et qui sont réguliers chaque mois. Grosse force, merci à vous. À très vite.